Bonjour et bienvenue sur Synergie, le podcast ciné-série où vous êtes le moteur. Et au programme d'aujourd'hui, nous allons parler du rachat de la Warner par la Paramount, l'intelligence artificielle Seedance et enfin Sony qui reboot son univers du Spider-Verse. Voilà, un joli petit programme. Bref, commençons juste après ça. Nous avons donc Franck, Nassali, Mina, Mela, McFly et le réalisateur du court-métrage Comme un bonbon, Aquila. Donc sans plus tarder, on va aborder le premier sujet qui est le rachat de la Warner par finalement Paramount. Franck, je te laisse la parole. Merci Flado. Effectivement, alors on va commencer par ce sujet. C'est un peu l'épisode 2, puisqu'il y a 15 jours, on en a beaucoup parlé dans notre précédent vocal. Donc, les choses ont pas mal évolué. La situation s'est même complètement retournée, puisque, comme vous le savez, Netflix n'a pas renchéri sur l'offre de Paramount. Donc, c'est presque à la surprise générale. Mais il faut croire que Netflix a de bonnes raisons de ne pas l'avoir fait. L'offre de surenchère de la Paramount, elle s'élevait à 111 millions de dollars Milliard. pour tout racheter, à savoir tout le groupe Warner Bros. Discovery, y compris CNN et y compris du coup Discovery. Netflix est resté sur sa proposition de 81 milliards. Ils n'avaient pas vraiment surenchéri, mais ils avaient proposé de payer cette somme aux actionnaires en cashback et plus en actions comme c'était le cas avant. Mais ça n'a pas suffi face à l'offre de Paramount. Donc après l'annonce du retrait de Netflix, par contre, c'est assez étonnant parce que l'action de Netflix a gagné 10%. C'est finalement les actionnaires étaient peut-être pas aussi chauds que ça pour racheter la Warner. Après, dans l'absolu, après la Warner, non pardon, Netflix avait déjà perdu 10% en se lançant dans ce processus de rachat. Donc en fait, on revient au statu quo de départ. Voilà, ce qui a pu rassurer les actionnaires, c'est que finalement, les 81 milliards que Netflix voulait investir, il va pouvoir le faire, il va pouvoir investir quand même, mais dans autre chose, et il va pouvoir investir dans ce qu'il sait déjà faire, à savoir des productions sérielles, cinématographiques, mais pour le petit écran. Donc finalement, est-ce que c'est une mauvaise chose que Netflix se retire et se concentre sur sa propre activité? Peut-être pas. Cependant, l'histoire n'est pas complètement finie, puisque Paramount, déjà dans un premier temps, va devoir payer ce que je vais appeler des frais de résiliation à Netflix, qui s'élèvent à 2,8 milliards de dollars. Dans un second temps, et donc le 20 mars, dans 19 jours, les actionnaires de la Warner vont devoir valider ce rachat. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas, mais disons que ce n'est pas encore acté. Là, on est juste sur des mots. Et la troisième étape, ce sera la validation par les instances anti-concurrence, antitrust, qui devront donner leur aval. Mais bon, l'affaire semble dans le sac, ça semble quand même plutôt bien engagé. Il faudrait vraiment un gros retournement de situation pour que ça n'arrive pas. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Oui, alors, là, ça c'était pour la partie business, mais ensuite, on a des choses à dire sur ce rachat de Paramount. J'ai envie de dire qu'après le Netflix bashing qui dure depuis environ un mois, on va assister maintenant au Paramount bashing, mais pour des raisons complètement différentes. Que va-t-il advenir de CNN? C'est la grande question. La chaîne, c'était une des dernières chaînes d'information aux États-Unis où on pouvait encore, si on avait foi au milieu journalistique, on pouvait se dire qu'ils n'étaient pas encore 100% branchés à droite. Est-ce que ça va changer? Ça, rien n'est moins sûr. Cette année, il faut savoir que la Warner, du coup, on en parlera peut-être après, mais elle a plein de nominations avec Sinners, avec Une bataille après l'autre, des films
qui ont quand même un message qui est un peu en contradiction avec le côté républicain qu'on associe à Paramount. Donc, à quoi vont ressembler les futures productions Warner? On est en droit de se poser la question. Pareil pour HBO, je pense à la future série Harry Potter qui est extrêmement diversifiée au niveau du casting. Il y a des séries comme Euphoria qui traitent des sujets sur la transidentité, etc. Ça colle pas avec l'image de Paramount. Donc, curiosité de savoir ce qui va se passer. Quelques craintes, parce que quand même, le groupe Warner et HBO, bon, il y avait quand même... ça permettait un peu d'avoir des programmes voilà, qui se posaient des questions qu'on ne trouve pas encore sur le groupe Paramount, en tout cas. Voilà, donc l'avenir nous dira ce qui va se passer. Mais effectivement, maintenant, ça semble parti pour que ce soit Paramount qui rachète finalement la Warner à la surprise générale. Donc le chapitre 2 est clos. Est-ce qu'il y aura un chapitre 3? On ne sait pas encore. Mais voilà. Voilà pour le point sur la situation en ce qui concerne le rachat de la Warner. J'espère que j'ai rien oublié de ces 15 derniers jours. Mais voilà où on en est aujourd'hui, quoi. Merci pour ce sujet assez complet. Du coup, qui a envie de réagir par rapport à cette actualité, cette remontada faite par Paramount pour récupérer la Warner des mains de Netflix? Personne? S'il y a personne, moi je suis preneur, hein. Vas-y, Slade, commence. Du coup, moi, je peux te donner mon avis dessus, parce que le mois dernier, j'avais dit que c'était le choix entre la peste et le choléra. Au final, maintenant, vu que c'est Paramount qui se dégage comme grand vainqueur, je dirais que je suis assez inquiet par rapport à ce rachat. Limite même, Netflix me manque. Parce qu'en gros, autant Netflix, ce qui se passe, c'est qu'ils voulaient carrément, ils n'étaient pas du tout à fond sur le cinéma. Enfin, quand je dis cinéma, c'est-à-dire les salles de cinéma. Eux, ce qu'ils attendaient, c'est juste sortir les films directement sur leur plateforme de streaming. Et du coup, là, Paramount, étant donné que c'est un studio de cinéma, les films, ils vont sortir, j'espère, quand même en salle. Donc ça, c'est un point positif, certes. Mais oui, en effet, c'est plus par rapport à la ligne directrice, la politique, et comme tu l'as dit, Franck, avoir un studio, un gros studio qui se fait bouffer par un autre studio et qu'au final, Paramount, donc qui est assez proche politiquement, on va dire, enfin en tout cas la famille Ellison, les propriétaires de Paramount, qui est assez proche de Trump. Je trouve ça un peu inquiétant par rapport à tous les sujets qui seront potentiellement abordés dans les films et les séries. Est-ce qu'il y aura une vraie liberté artistique là-dedans, ou comment ça va se passer? J'avoue que c'est là que je sors un peu ressens une certaine inquiétude par rapport à ça, quoi. Ouais, mais t'as tout à fait raison. Alors l'inquiétude, elle est justifiée. Après, peut-être que, on sait jamais, Paramount peut aussi prendre un virage, disons, j'allais dire plus démocrate, mais c'est réducteur de dire ça. Mais Paramount, c'est quoi? C'est Yellowstone, c'est Transformers, ça va produire les films d'auteur de Michael Bay, 13 Hours, des trucs un peu, comment dire, qui sont pas connectés politiquement, mais disons que s'il y a un film républicain à produire, Paramount est jamais loin, quoi, dans l'absolu. Warner, c'est un peu plus différent. Warner, ils s'en fichent. C'est pas qu'ils s'en fichent, mais disons que je pense que Warner réfléchit comme une multinationale et elle va prendre de l'argent où il y en a. Et si dans l'idée produire des films des films d'auteurs à succès de démocrates, et elle va le faire sans problème. Paramount, c'était un peu différent. Je pense pas que Anderson, sa première idée, c'était d'aller voir Paramount pour faire financer une bataille après l'autre, quoi, par exemple. Après, j'extrapole un peu. Oui, clairement. Après, si on regarde un peu le listing des films qui sont sortis dernièrement, d'un côté comme de l'autre, comme tu l'as dit, hein, Warner, c'était plus Superman, Sinners, et une bataille après l'autre, alors que de l'autre côté Paramount, c'est plus Mission Impossible,
Y a-t-il un pilote, non pas un pilote, un flic pour sauver Hollywood? Il y avait, je sais plus quel autre film dernièrement. Ah oui, bah oui, Running Man aussi. Voilà. Alors certes, lui, il est un peu politique, en effet. Mais bon, malheureusement, il s'est pris les pieds dans le tapis au box-office. Ouais, malheureusement. Ouais. Mais voilà, ça risque de bouger. On risque d'avoir des déclarations de la part de Paramount pour rassurer, ou au contraire dire que maintenant, ça y est, toutes ces bêtises, c'est fini. Si ça se trouve, on sait jamais. Ils vont peut-être retourner toutes les scènes de la série Harry Potter pour virer le rogue noir, tu vois. Ça peut être une crainte. Je vais loin, mais dans l'idée. Mais ça peut être des choses envisageables, quoi, tu vois. Oui, oui, oui. Ben, en fait, là, comme après chaque rachat d'un studio par un autre, bah, ce qui va être le plus impactant, ça sera surtout les licenciements. C'est ce qui s'était passé quand Disney avait racheté la Fox. C'est ce qui s'est aussi passé quand David Zaslav enfin, étant chef enfin PDG, je sais plus ce qu'il était à l'époque de Discovery et quand Discovery avait racheté Warner. On avait vu la stratégie, c'était licenciement, et si on parle plus des films et des séries, c'était surtout en fait faire des économies de bout de chandelle, telles que par exemple annuler des films, genre Bad Girl, genre Coyote versus Acme. Donc peut-être que là aussi, voilà, ça c'était quand Discovery avait récupéré Warner. Donc là, si ça se trouve, quand Paramount va récupérer Warner, on va retomber dans ce cas-là où, en gros, si ça se trouve, le film Supergirl va être foutu à la poubelle. Bon, ça m'a l'air gros comme ça, hein. Mais pourquoi Juste pas? dans quelques mois. Peut-être Non, que mais la bonne idée, série, ouais, ouais. Mhm. voilà, peut-être que la série aussi Harry Potter, comme tu dis, il y aura potentiellement si ça se trouve, ils vont faire des reshoots. Il y a aussi un monde où, en gros, ils vont carrément annuler la série, hein. Non, mais c'est Mais vrai. ce qui est presque logique parce que le montant qu'ils ont proposé pour acheter la Warner, c'est excessivement élevé par rapport même à leur valorisation financière à eux. Du coup, ça va être beaucoup de dettes, donc il y a de grandes chances qu'il y ait qu'il y ait un serrage de ceinture assez important, je pense. Alors oui, tout à fait, Nassali, justement, je l'ai pas réabordé parce qu'on l'avait fait la semaine dernière. Ils rachètent Warner et donc dans le packaging où ils rachètent Discovery, CNN, et cetera, ils rachètent aussi la dette. Je le dis de mémoire, mais je crois que c'est 40 milliards ou quelque chose comme ça. C'est énorme la dette de la Warner. À vérifier parce que je suis pas sûr du montant. Et donc c'est pour ça que Netflix a gagné 10%, c'est parce que et ben maintenant la Paramount, voilà, c'est son investissement. En fait, c'est comme si au poker, tu faisais tapis là. Paramount, c'est ce qu'ils viennent de faire. Donc c'est toujours risqué quoi. Et donc du coup, bah oui, effectivement, tu mets autant d'argent pour racheter une marque avec tout ce que ça comporte, mais bah, après, il faut de l'argent pour investir. Et je sais pas, apparemment, vu comment ils ont galéré pour réunir les 111 milliards de dollars, est-ce qu'ils vont avoir de l'argent pour investir dans les franchises, etc. quoi. C'est pas forcément assuré, quoi. C'est ce que je disais, hein, ça va être des économies de bout de chandelle, hein. C'est ce qu'avait fait Zaslav quand il avait racheté Warner, Mm. c'était annuler des films, faire des licenciements, et c'est comme ça que ça marche, hein. Et du coup là, Ouais. Paramount, bon, ils ont proposé 108 milliards, 110 milliards, enfin plus de 100 milliards, hein, pour racheter tout le groupe Warner. Parce que là où il y avait une grosse différence, c'était que, comme tu l'avais dit, hein, Netflix, ils voulaient juste racheter les films et la plateforme HBO de Warner. Alors que là, Paramount veut tout récupérer, même les chaînes télé, Cartoon Network, CNN. C'est vraiment un gros mastodonte qui vient de tomber dans les mains de Paramount. Donc, on va voir ce que ça va donner. Alors là, il y a Mina qui a aussi posé la question de la Warner qui a aussi. Alors, pardon, non, c'est Paramount qui a déjà la saga Star Trek. Maintenant, la question se pose par rapport aux réalisateurs de Warner et les scénaristes. Est-ce qu'ils vont continuer à travailler chez Paramount, quoi? Alors, je pense que oui, parce que ça aussi, on en avait parlé, la marque Warner devrait continuer à exister par elle-même. En tout cas, j'espère, avec Netflix,
Moi, j'étais quasiment sûr que la marque Warner allait continuer d'exister. Maintenant, avec Paramount, là, j'en ai aucune idée. Le gars qui est à la tête de Paramount, le jeune qui a son père proche de Donald Trump, dont le nom m'échappe, excusez-moi, il a l'air David d'avoir les dents Ellison. longues. Voilà, exactement. Il a l'air d'être en mode, c'est Paramount. Enfin, maintenant, tu vois, si ça se trouve, la marque HBO pourrait disparaître au profit de Paramount+. Ce serait quand même fou, t'imagines? C'est Euh, c'est- c'est ce qu'il a dit hein, dans une interview je sais plus à quel, je crois que c'est dans Variety, aux Ouais. Variétés, pardon, où en gros, enfin, il disait que HBO va disparaître au profit de Paramount+, qu'il va aussi favoriser beaucoup plus l'utilisation de l'IA. Et enfin voilà, on part très très mal quand même. Hein. Mon Dieu. Après, au moment de la signature, j'espère quand même qu'il y a des garanties qui seront données pour pas justement que ça Hum, parte en cacahuète, quoi. Peut-être qu'on connaît pas toutes les petites lignes au niveau de la protection des marques et tout ça. Après, peut-être que dans le fond, les actionnaires n'en ont rien à faire, hein, donc, Bah, s'ils veulent. étant donné qu'au départ, ils étaient quand même sur Netflix qui était moins cher, parce que Ouais, justement, ils avaient plus de garanties, même financiers et même au niveau du traitement. Enfin, ouais. j'avoue, ça m'étonnerait qu'ils laissent faire n'importe quoi avec ce rachat, quoi, par Ah Paramount. oui, non, ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as raison, j'avais plus Tu pensé à vois? ça. Donc, peut-être. Bah, j'ai regardé quelques articles cet après-midi. J'ai pas vu que ça. Enfin, j'ai pas vu ça d'aborder, mais c'est des choses dont on n'a pas encore connaissance peut-être et qu'on apprendra dans les semaines à venir, sans doute. Possible. Suite au prochain épisode, on saura le Oui, prochain voilà. événement qui va arriver. Ça se trouve, ça va être le fil rouge de la discussion actualité. Hein. On va tout le temps commencer par ce sujet-là. Hein. Alors, tu n'as pas complètement tort, dans le sens où, jusqu'au bout, en fait, ça va être un sujet ça va durer des mois et puis, jusqu'à ce que la fusion va mettre, plus d'un an, ça c'est sûr. Donc on aura des informations, pas toutes les semaines, mais en tout cas tous les mois, il y aura des choses à dire. Ce sera peut-être plus court, là, rien qu'aujourd'hui, on a fait plus court déjà, donc Oui, oui, ouais. oui. Mais Bah, voilà, ouais. ouais, ouais. Bah, après, moi, ma théorie, c'est étant donné que vers octobre-novembre, il y a le vote de midterms, enfin, le Ah oui? mi-mandat de Trump. Donc, Ouais. il y a moyen que Trump, il essaye de pousser pour que ça se fasse le plus vite possible, genre d'ici septembre. Comme ça, il a déjà la CNN, en plus d'avoir la Fox, il aura la CNN sous la main pour faire sa promotion, quoi. Oui, complètement. Oh mon Dieu. Voilà. Non, bah, ouais. Bah, tu raison, c'est Voilà, un voilà. des scénarios. Ouais, ouais. Donc là, c'est vraiment, c'est justement là où je disais mon inquiétude. En vrai, c'est même pas artistiquement. Enfin, quoique si, il y a, la politique et l'artistique, c'est toujours lié, quoi. Mais ouais, c'est vraiment de la gestion en fait de cette entreprise. Comment ça va se passer? Est-ce que ça sera tellement politisé que ben ça sera tout lisse, quoi. Il faudra pas enfin faire comment dire, d'avoir beaucoup trop de liberté artistique et ne pas trop avoir de messages politiques à voir. On verra Après, bien. enfin, on voit Netflix comme un chevalier servant, mais côté message politique et liberté, c'est pas toujours aussi. Enfin, c'est assez orienté aussi quand même. Ouais, Ah, ben, ah oui, totalement, totalement. Mais c'est de l'autre bord, quoi. ouais, c'est ça. Tu changes de bord. Tu vois une bataille après l'autre, avec les deux extrêmes qui se battent, eh ben là c'est pareil. Mais sauf que c'est avec les studios. C'est Netflix versus Mhm. Paramount. Alors, voilà, voilà. Ouais, faut pas qu'on fasse de politique, c'est risqué, mais Ouais, ouais, on va éviter. c'est juste pour dire que le problème à trois corps, tu vois, moi je préfère un groupe qui décide d'aller à contre-courant, décide de faire chier la Chine et de montrer, tu vois, la Révolution rouge dans toute son horreur en introduction de la série. D'une part parce que c'est écrit dans le roman et parce que c'est un événement qui a réellement existé. J'aurais préféré qu'un groupe qui est capable de faire ça rachète la Warner à titre personnel. Voilà. Oui. Bah, s'ils avaient assez d'argent, le studio A24, ils rachètent Warner, mais ça aurait été incroyable. Mais Mm. bon, malheureusement, c'est pas possible. Oui,
À ma connaissance, ils se sont pas positionnés, mais ils se font tellement d'argent, ils Ah, ont tellement de succès, ils auraient pu, hein, peut-être. C'est ah, ouais. pas le genre d'entreprise qui rachète d'autres entreprises. Oui, À la oui, limite, voilà. enfin, j'allais dire Disney, mais ça aurait été, Ah non, mais un là, ça aurait été problème même horrible. pour, concurrence. Enfin, ils auraient eu des problèmes de concurrence, je pense. Parce qu'ils auraient trop de pouvoir. Mais de manière Ouais. générale, je pense pas qu'A24 a assez d'argent parce qu'ils sont Bah, encore ouais. moins, ils ont encore moins d'argent que la Paramount. Donc je pense pas qu'ils auraient pu faire Ah, poids face à Netflix ou même à Paramount, je pense. Ouais, Ouais. c'est sûr. heu, C'est plus, ah, Universal. oui, Oui, Universal c'est ça. s'était positionné de toute façon, mais leur offre Ah. était plus faible. Universal va bien financièrement, ils n'ont presque pas de dette. Donc en fait, Universal pourrait presque se permettre de faire des échecs, tout ça. Ils ont une superbe trésorerie et la Warner se fait racheter parce qu'elle a une très, très mauvaise trésorerie. C'est juste gérez bien votre argent, les gens là, c'est très important dans la vie. Ouais. Faut pas vivre Donc au-dessus de vous ses avez beaucoup moyens. racheté. Oui, c'est quand même fou de se faire racheter par quelqu'un qui vaut bien moins que toi. Je trouve ça fou quand même. Mais moi aussi, mais j'en avais parlé, il y a 15 jours, que Warner passait de main en main, enfin comme ça. J'ai trouvé ça, enfin, entre AT&T et Discovery et tout, j'étais persuadé que le groupe qui possède Harry Potter, et des dizaines d'autres franchises, se fasse racheter, enfin, par une compagnie de téléphone, par un groupe, qui fait, des documentaires et cetera. Enfin, Mmh. Non, mais c'est justement, tu l'as bien dit, c'est parce qu'ils possèdent des dizaines de franchises et c'est pas des petites franchises, c'est pas des séries ou des films faits avec des bouts de ficelle, c'est vraiment c'est souvent des gros blockbusters, des films qui coûtent assez cher. Donc vraiment pour moi, enfin, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, comme si quelqu'un vivait au-dessus de ses moyens et qui continuait à dépenser et à espérer de l'argent des autres pour continuer à encore dépenser. Donc au prochain rachat, j'ai l'impression. ouais, exact. Très bien. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour par rapport au rachat de la Warner, sauf si vous voulez rajouter un truc en plus. Non, Et Voilà. moi, Non, dernier point, c'est juste pour dire que Netflix je trouve que c'est quand même un grand gagnant dans l'histoire. Il s'en sort. Je crois qu'on va lui donner quelques petits milliards. Il s'en sort quand même pas mal, Netflix, finalement. ouais. Ouais, Ouais. mais alors, du coup, pour terminer en ce qui me concerne, ça m'a soulagé que Netflix ne rachète pas la Warner. Vous savez que je suis un grand défenseur de Netflix. Ça me fait tellement plaisir qu'on va leur lâcher un peu la grappe et que tout le monde va commencer à taper sur le dos de Paramount. Et puis Netflix, qui était rendu à proposer 81 milliards en cashback, donc c'est-à-dire en liquide, pour, en gros, enfin voilà, en monnaie. Bon, du coup, bah, c'est de l'argent réel qui va vraiment pouvoir investir ailleurs et j'aime beaucoup les productions Netflix, en tout cas une partie, et donc ils vont certainement produire des très bonnes choses. Et donc finalement, je suis content, soulagé, je souffle, et puis voilà, maintenant que Paramount se débrouille, voilà, et on passe à autre chose. Très bien conclu. Allez, prochain sujet. Du coup, on part sur Seedance. Seedance 2.0. Et ça, c'est Mela qui va nous le présenter, du coup. alors, Seedance 2.0, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un modèle d'IA qui permet de générer des vidéos. Et en fait, ça a été créé par la même société que celle qui a créé TikTok. Donc, c'est une société chinoise. On en reparle. Et dont le principe, c'est que, en fait, via des prompts, c'est-à-dire via des informations en entrée, comme du texte, on peut être du texte, des images, des vidéos, enfin des vidéoclips et du son, ou même des vidéos sonores, etc. On peut générer des vidéos. L'avantage qu'ils ont par rapport aux autres, c'est que déjà, on peut faire tout ça simultanément, alors qu'avant, pour ces autres concurrents, c'était l'un après l'autre. Euh, il y a d'autres avantages aussi qui les démarquent de la concurrence, c'est que déjà, la qualité est supérieure. Là, il peut générer des vidéos allant jusqu'à 1080p. Et surtout que tout ce qu'il génère semble assez réel. C'est-à-dire que ils partent jamais de rien. De toute façon, la source est toujours, euh, il vient toujours de véritables images, de véritables œuvres. Mais en tout cas, il a retranscrit le mieux. Et je pense que récemment, vous avez vu pas mal de contenu
qui ont fait pas mal de bruit justement en sortant de cette IA. Il y avait par exemple Brad Pitt contre Tom Cruise. Il y avait quoi? Il y avait plein de fausses bonnes annonces de films aussi. Il y avait par exemple KFC contre McDonald's. Enfin, il y a plein de choses comme ça vraiment qui sortaient d'idées un peu farfelues et qui rendaient très bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours pas ouvert au public, parce que en fait, ces vidéos, c'était à la base des démos internes, parce que ça a été limité à certains professionnels pour qu'ils puissent l'utiliser et faire des tests dessus. Et en fait, ce qui est sorti sur les réseaux, c'est des fuites. On dit après des fuites volontaires ou involontaires, ça, Ok. Dieu seul sait, on sait pas, il y a qui te juger, hein. Et en fait, le problème avec ces vidéos, avec tout ça, c'est Ouais. que ça a fait réagir pas mal de studios hollywoodiens, dont Disney, Paramount, dont on parlait, voilà, Netflix aussi. Et ils ont commencé à envoyer en fait des lettres de mise en demeure pour, notamment pour violation de droits d'auteur et aussi pour utilisation d'images de personnes réelles sans autorisation. Donc on voit, comme je dis, on parle de Brad Pitt, Tom Cruise, etc. Ou même de marques. Et en fait, tout ça, ça a fait un peu freiner Seedance, qui est en train de ralentir le déploiement public pour installer des garde-fous éthiques, entre guillemets. Donc, euh, donc voilà, en deux mots, à quoi correspondent ces garde-fous éthiques? C'est plus histoire de rajouter des filtres sur les prompts. Si par exemple tu mets Brad Pitt ou j'en sais rien, s'il n'a pas l'autorisation, bah, on ne génère pas la vidéo à partir de noms protégés dans ce genre-là. Aussi, il va essayer de détecter des visages réels pour ne pas. Pareil pour les droits d'auteur, en fait, s'il détecte des visages réels, il ne sort pas la vidéo non plus. Et surtout, il pense aussi mettre un watermark, c'est-à-dire un filigrane qui indique bien que la vidéo a été générée par IA pour toutes les personnes qui pourraient se faire avoir. Donc voilà en gros à quoi correspond aussi Dance, son actualité. Donc voilà. Après, à vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous inspire quand même confiance, ces histoires de ces garde-fous? Et quel impact vous pensez que ça aura sur plein de choses, ça veut dire des cinémas, des séries et tout le genre, quoi. Est-ce que je me pose la question, est-ce que, ça peut rajouter juste quelques effets spéciaux sur, une séquence déjà montée? Euh, oui, Est-ce qu'en justement. fait, c'est 100% généré ou on peut prendre des trucs qui ont été filmés et changer? De base, de toute façon, l'IA ne se base que sur un contenu existant. Donc quoi qu'il arrive, il va se baser sur quelque chose qui a été filmé. Ouais, c'est vrai. Donc après, oui, tu peux mettre tes propres entrées. Bah, toi, par exemple, qui est réalisateur, tu peux effectivement mettre dans ton prompt à la base tes propres vidéos, tes propres sons, etc., qui appartiennent à ta propriété. Et après, effectivement, les améliorer ou rajouter des scènes ou des effets spéciaux. Mmh. OK. Et perso, pour moi, voilà, c'est la meilleure utilisation que je verrais. Enfin, pour moi, c'est le meilleur argument qu'a cette IA. C'est que c'est comme tout, hein, comme toutes les inventions, hein, si on n'en fait pas de la. Tant qu'on n'abuse pas, ça peut être un grand aide, quoi. Mmh. Enfin, moi perso, des personnes, qui m'entourent ou des gens un peu plus expérimentés et cetera, ils le voient plus comme, une révolution comme, ça a été pour, internet. Du coup, par rapport à l'IA. Ça va pas tout remplacer, mais ça va bouger, pas mal de choses, quoi. Mhm. Donc, je trouve que déjà en termes d'argent, ça va donner plus d'accessibilité aux petites productions et cetera et démocratiser plus, heu, pour, globalement, partout dans le monde, quoi. Mais c'est juste que enfin, je vois pas trop ça comme quelque chose de mal vu, l'IA, globalement. Mais, c'est juste en termes de droit et cetera. C'est vrai qu'on peut pas tout faire, tout et n'importe quoi. Après, si ça reste, on voit que c'est l'IA, que c'est inscrit, comme a dit Melard, qu'ils inscrivent que c'est comme quoi c'est l'IA, ça me dérange pas. Ah, Mais bah, j'en sinon, voilà. Vas-y Franck. j'en profite pour rebondir sur ton dernier propos, le filigrane, mais c'est vraiment. Mais je n'y crois pas une seconde. Est-ce que on va aller voir un film au cinéma si les effets spéciaux sont juste un studio qui a décidé
d'utiliser un prompt pour, faire sa scène, d'explosion, on n'aura pas de filigrane et les studios, ils doivent être en train de trépigner, pour pouvoir, l'utiliser. Éthiquement, aujourd'hui, on ne peut pas utiliser l'IA, sans faire polémique et même moi qui aime bien, dans l'absolu, le résultat de l'IA, je ressens un certain malaise, quand je vois que, par exemple, pour la campagne des municipales, alors je fais pas de politique, mais c'est juste qu'il y a des candidats, qui ont utilisé l'IA pour faire des vidéos et même pour faire leurs affiches, et donc du coup, ça fait vraiment polémique, mais un truc de malade. Donc par exemple, les candidats, je crois que c'est à Toulouse ou à Mulhouse, je ne sais plus et ben, du coup, c'est devenu un argument politique. L'opposition dit: «Bah, nous, on n'a pas utilisé, l'IA, on a embauché des vrais graphistes pour faire nos affiches». Voilà et je ressens un malaise, j'avoue, lorsque je vois une affiche ou une vidéo promotionnelle faite par IA. J'ai une gêne, je me sens pas bien, heu, parce que, mais peut-être que c'est comme le tri, sélectif. Enfin, je prends cet exemple-là, mais on nous a tellement rabâché qu'il fallait faire le tri que, bah, du coup, pour l'IA, on nous a tellement rabâché qu'il y a des gens qui sont compétents pour faire ce travail-là, qu'il faut pas utiliser l'IA, que c'est pas bien. Donc je ressens une forme de malaise, pour l'instant en tout cas. Voilà pour rebondir sur ton propos, Akila. Il y a juste une chose que je voulais rajouter, parce que je pense que j'étais pas assez clair, c'est en fait le watermark, enfin, ce sera pas quelque chose de visible, ce sera quelque chose de pas visible. C'est-à-dire que si par exemple c'est utilisé au cinéma, bah tu vas pas voir un gros logo Tu vas l'avoir fait dans le avec générique. Seedance. En fait, ce sera c'est quelque chose qui est invisible et ce sera utilisé par rapport, par exemple, si tu as un problème, un litige judiciaire, c'est là que derrière on pourra analyser et voir que effectivement telle ou telle chose a été générée par IA, quoi. Ou peut-être à la fin du film aussi, il y aura peut-être, obligation Ça, dans le d'indiquer que dans générique. Oui, dans les les ouais. informations de fin de film qu'ils ont utilisé de l'IA peut-être? Il y a des chances, ouais, je pense. Après, enfin, moi, si je peux continuer, c'est que, enfin, par rapport à ce que tu as dit, Franck, c'est vrai que ça peut être mal vu d'utiliser l'IA, c'est un peu comme, le travail facile. Mais le truc, c'est que l'IA, déjà, ça fait que 5 ans que réellement on en parle, sachant qu'elle est déjà plus ou moins utilisée dans certains retouches ou logiciels, mais vraiment, c'est pas quelque chose où tu lui demandes de faire quelque chose, c'est juste, des facilités, sur certains logiciels. Mais, en 5 ans, l'évolution est déjà énorme parce qu'on commence à avoir beaucoup de mal, enfin, de plus en plus de mal à voir une différence. Alors que dans 5 ans encore, bah, on va juste faciliter le travail de certains artistes. Après, ça n'empêche pas de faire des retouches sur ce que l'IA a fait déjà. C'est moi, une des choses qui me dit que ça va être aussi bénéfique, c'est pour les films d'animation où ils vont avoir, comment dire? Être moins pressés par la production pour, sortir leurs films d'animation. Ce qui a posé pas mal de problèmes, de ce que j'ai vu sur certaines séries ou films. Même pour les effets spéciaux, où on a quand même pas mal entendu, Marvel qui mettait la pression, pour, faire vite, quoi. Bah, surtout en plus, par exemple, Marvel avec toutes les histoires qu'ils ont eues par rapport aux derniers effets spéciaux où, en fait, ils payaient pas assez bah, juste ils donnaient pas, pardon, assez de temps aux personnes qui s'en occupaient p avant de sortir leur film et c'est pour ça que ça donnait des résultats dégueulasses. Donc là, par exemple, l'IA effectivement ça pourrait être une aide, parmi tant d'autres, quoi. S'il y a C'est eu la ça. même chose comme tu disais sur les dessins animés où, avant par exemple tout était dessiné à la main et maintenant enfin avec le temps il y a quoi? Il y a l'utilisation des calques, Ouais. il y a eu l'interpolation par exemple. En gros c'est quand vous avez une image de départ, une image de fin et en fait, il y a un logiciel qui permet de combler les trous. Ça veut pas dire que tout est fait par ordinateur ou tout est fait, même chose pour la 3D. Ouais. C'est toujours une aide, il y a toujours un artiste derrière qui travaille. Et c'est ça, en fait, les gens ont assez peur que l'IA remplace les gens. Ils vont peut-être remplacer le nombre de personnes, mais derrière, je pense que ça peut aider justement, comme disait Aquila, peut-être à la créativité et aussi aux gens un peu avec Plus moins de moyens. techniquement. Mm. Ouais, c'est ça, plus moins de moyens et plus techniquement que créativement parce que ça utilise des données qui sont déjà connues. Donc, peut pas c'est pas quelque chose de c'est pas ça peut pas être une idée originale que peut avoir l'IA.
Donc, même si tu décris pas mal de choses ou que tu fais faire un truc, il faut quand même quelqu'un qui repasse derrière. Mais au moins, on sait très bien que ça va être un gain de temps énorme, par rapport au travail qui est demandé. Et ben, justement à ce sujet, j'en avais légèrement parlé sur le Discord, mais lorsque j'ai vu les vidéos de Seedance, 2.0, il y a une autre révolution, je crois pas que tu en aies parlé, mais là, lorsque tu as fait ton descriptif, c'est que pour la première fois, parmi tous les logiciels qui permettent de faire des vidéos à partir de prompts, il y avait la prise en compte du montage des plans, des séquences. Et ça, j'ai trouvé ça mais exceptionnel parce que c'est ce qui manquait aux autres vidéos. Faire un film, ça se résume pas à filmer des scènes et à. Il n'y a pas juste le côté technique en fait au cinéma. Il faut des humains, des gens qui, voilà, là ton plan, ton champ contre champ, comment tu vas le faire, où est-ce que tu vas mettre la caméra, est-ce que tu veux une profondeur de champ ou pas, Mm. etc. Voilà, le cinéma humain entre guillemets. Les logiciels, jusqu'à présent, ne faisaient pas ça. C'était terriblement artificiel, justement, parce qu'il y avait ce côté un peu trop propre et presque irréel dans ce qu'elle nous proposait. Même si tout était parfait, quoi. Et ben ça, il n'y avait pas ça. Avec Seedance, et ben ça y est, on commence à avoir un montage qui tient la route, des plans et des séquences qui se tiennent en elles-mêmes, et on a vraiment l'impression de voir un extrait de film. Et ça, c'est super flippant. Et je pense que c'est pas qu'il est temps de s'alarmer, mais bientôt on pourra dire à un prompt, tu me fais la scène façon Guillermo del Toro, ou tu me fais la scène façon Tarantino, tu vois. Et ça va être une dinguerie, parce que le prompt de Seedance 2.0, eh ben, il est suffisamment intelligent, ou en tout cas, il a suffisamment d'algorithmes dans sa machine pour aller te pomper des styles, un style de réalisateur. Voilà. Et donc ça, moi, ça m'a vraiment mis une claque, parce que, en plus de la prouesse technique, on voit bien les visages et tout ça, tout est plus réaliste avec Seedance 2.0. Mais en plus, il y a cette performance de se rapprocher du vrai cinéma. Donc, euh, donc ça m'a fait flipper. Moi, Voilà. je suis d'accord avec toi, j'avoue, j'ai oublié cette partie-là. De toute façon, on l'a bien vu avec tout ce qui est génération d'images, là. Il y a eu les images style Ghibli, style Simpson, etc. Exact. Effectivement, après, quand c'est une image, c'est assez facile à reconnaître que c'est le style de quelqu'un. Mais effectivement, dans un film, après, tu as des réalisateurs qui essaient de copier les autres sans forcément atteindre le même résultat. Mais ouais, effectivement, ce serait. Parce que, en plus, c'est compliqué à prouver ça derrière que la personne a copié le style Tarantino via l'IA et pas d'elle-même, effectivement. Oui, et puis en général, lorsqu'un réalisateur fait ça, on va juste Luc Besson, par exemple, avec son dernier Dracula, par exemple, enfin, c'est un réalisateur qui s'est jamais caché de ses inspirations et pour frôler le plagiat très souvent. Voilà, C'est un mais en gros, hommage. oui, bah ouais, ouais, ouais. Tu parles de C'est l'image. clair. Alors, ça, et moi, je fais partie des rares à avoir bien aimé Dracula. Donc, du coup, mais ouais, ouais, ouais. C'est quelque chose qui va être plus difficilement attaquable. Mais en tout cas, l'intelligence artificielle aujourd'hui est capable de reproduire ça. Et ouais, c'est une nouvelle évolution, quoi. C'est incroyable. De toute façon, là, Donc ça te fait plus peur. ouais. Bah, en fait, ce qu'il y a aussi à prendre en compte, c'est que vous vous rappelez de la grève à Hollywood en fin 2024, là, eh ben, c'était juste temporaire, quoi. C'était juste temporaire, et là, on va repartir sur Hollywood qui va s'attaquer à l'IA et qui va essayer de protéger ses intérêts. Quand je dis Hollywood, c'est plutôt les acteurs, les réalisateurs, les scénaristes. Et ça va être de plus en plus compliqué pour eux, hein. Et parce que maintenant, quand tu as des studios qui sont déjà prêts à utiliser allègrement l'IA, bah, ça va être très, 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 très difficile de défendre quoi que ce soit. Même tu as des acteurs, il me semble que c'est Bruce Willis qui a vendu son image à une boîte d'IA. Donc ça veut dire que potentiellement, on va se retrouver avec des films de Bruce Willis dans 50 ans encore. C'est terrifiant.
C'est vraiment terrifiant. Et après, par rapport à Seedance, précisément, là, la Chine a, entre guillemets, ouvert la guerre vers l'IA, quoi. C'est-à-dire que là où ça s'était plus ou moins calmé avec la guerre, avec l'IA dans Hollywood, la Chine, elle, avec Seedance, avec les vidéos qu'elle a sorties, elle a clairement montré que vous voulez vous prendre la tête à interdire, à vous respecter le droit des acteurs et tout ça. Nous, on s'en fout. Regardez, on vient de faire une vidéo avec Brad Pitt et Tom Cruise en train de se battre. Et Ah voilà, oui, on l'a fait, mais on en est capable. faut qu'on en parle de cette scène-là, elle est incroyable, elle est dingue. Moi, ça m'a trop donné envie de voir un vrai film avec Brad Pitt et Tom Cruise en train de se fighter. Franchement, j'ai trouvé ça. En plus, Là, je suis obligé de Bah, reconnaître. je sais pas si t'as remarqué, mais ils étaient dans leur personnage. Tom Cruise, il était en Mission Impossible, là, enfin, Ethan Hunt. Ouais, 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 Et exact. Brad Pitt, je sais plus ce que c'était. Je crois que ça Mais parlait des dossiers Epstein ou je sais pas quoi. Brad Pitt, il joue le oui, méchant. oui, c'est Brad Pitt qui est en train de défendre Epstein en disant ah c'était un bon gars. oui. Ouais. J'imagine pas la réaction du vrai Brad Pitt qui a dû certainement tomber sur cette vidéo. Il a dû se dire mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Le pire, c'est que derrière, enfin, c'est assez réel, mais il y a vraiment des gens derrière qui vont penser que c'est quelque chose qui existe, que les paroles sont vraies, etc. Ça aussi, c'est flippant, justement, détecter vraiment ce qui a été fait entièrement par IA et ce qui est totalement réel, quoi. Après, si je peux un peu contredire sur, le fait que l'IA, si vous voulez qu'elle filme d'une certaine manière ou d'une autre, vu qu'elle se base sur des données de base, elle peut pas avoir une idée originale Mm. et ce qui fait que, si vous voulez un plan un peu plus artistique que les autres, elle pourra pas le faire, elle pourra pas le deviner. Ça sera à vous de l'imager, enfin de lui donner, de Ah lui bah faire oui. faire quoi. Elle peut pas vraiment avoir un plan où elle aura une idée, artistique, c'est vraiment Mais, purement technique qu'elle pourrait composer ses plans. c'est vrai, ça reste complètement technique et justement, Aquila, tu pourras peut-être nous en parler par rapport à ton court métrage, mais en fait, tout ce qu'on dit sur l'IA, ça me rappelle, alors je l'ai entendu, je ne sais plus quel journaliste avait abordé ce sujet, mais on a eu une démocratisation des caméras. On pouvait avoir un rendu cinématographique ou quasi cinématographique avec des hybrides ou des appareils qui étaient accessibles au grand public, avec des prix qui étaient souvent sous les 1 000 euros. Aujourd'hui, on entend dire même qu'on peut filmer un film à l'iPhone, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Mais cette démocratisation technique, eh ben, finalement, on n'a pas vu tant que ça de personnes réaliser leur long métrage chez elles. On n'a pas vu le nouveau Spielberg nous proposer un film réalisé par ses propres moyens chez lui parce que il avait les moyens d'investir. En fait, si je dis tout ça, c'est parce que quand bien même la technique devient accessible aujourd'hui avec l'IA par exemple, il faut des humains derrière pour avoir l'envie, ne serait-ce que l'envie d'utiliser cette technique pour proposer quelque chose. Auquel l'IA est là, elle permet de faire des montages. On voit Brad Pitt et Tom Cruise se fighter, on trouve ça impressionnant, c'est génial. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui vont vouloir faire de vrais films et des gens avec du talent surtout? Parce que faire un film, c'est une chose, faire un bon film, c'est une autre chose. Est-ce qu'on verra des vrais réalisateurs prendre l'IA en main pour nous proposer des vraies productions? Eh bien ça, c'est pas encore garanti. C'est pas encore garanti. Peut-être que ça n'arrivera même pas. Mais ça peut être un bon point d'entrée pour les amateurs, justement, pour s'exercer avant juste de passer au plus grand écran et à des productions plus grandes. Justement, de s'exercer. Bah, il y a beaucoup de courts-métrages qui sont faits justement à l'iPhone. Il y a même le 28 jours plus tard ou 28 mois plus tard, je sais plus comment il s'appelle, là, l'avant-dernier film qui a été fait avec Pas du temps. 28 ans. 28 ans, 28 avec ans une plus tard. ribambelle d'iPhone, ouais. Alors juste, pour 28 ans plus tard, tu vois bien, il y a l'iPhone et puis derrière, tu as tout un système technique, Oui. 5000 fils. Tu te dis, ok, d'accord, chez moi, j'aurais pas pu le tourner comme ça. C'est pas qu'il y a une arnaque sur la marchandise, mais
C'est C'est un délire qu'il voulait se faire, je Et pense, c'est juste, marketing, mais en soi, ouais. tout ce qu'il a mis derrière, c'est pas, c'est pas un étudiant qui peut faire ça, quoi. On sent qu'il y a quand même une production derrière. Après, il y a toujours eu des exceptions, Blair Witch, à la base, c'était fait une vieille caméra, Après enfin, pour Blair Witch, c'est à l'épaule. vraiment, je dirais, c'est l'originalité qui a primé sur tout. C'est la Mmh. première fois qu'on voit, un film filmé de cette manière et qui est, plutôt bien écrit. Ouais. Donc, même si ça a coûté 60 000 le film, ça enfin, c'était assez original et du coup, ça a rapporté. Ouais, mais c'est justement, c'était la démocratisation et l'accessibilité de toutes ces technologies qui ont permis de faire ça. Bah, REC, c'est pareil, enfin tous les films à caméra à point, Mmh. enfin même si derrière tu des grosses équipes, des acteurs et cetera, c'est Après, enfin, tu vois, c'est pas plus mal pour démocratiser, mais il faut aussi distribuer le film et ça, c'est pas avec tes mmh. propres moyens que tu peux le faire. Il faut payer, il faut avoir pas mal d'argent. Donc c'est pour ça que, bah, le nouveau Spielberg, c'est compliqué. Après, je trouve que maintenant, pour distribuer, ça devient plus facile qu'avant, parce qu'aujourd'hui, il y a des plateformes comme YouTube, etc. Je dis pas que ça a le même poids que des salles de ciné, mais aujourd'hui, je me dis que aujourd'hui, on n'y croit pas, mais dans 50 ans, je pense que l'IA sera vraiment très, très performante et qu'une personne qui est vraiment passionnée chez elle pourra de bout en bout, avec un très bon scénario, bah, publier sur une plateforme de streaming un film qui fera peut-être succès. Moi, j'y crois. Je pense vraiment que après, ce sera pas tout le monde parce que comme vous l'avez dit, il faut de la passion, il faut vraiment quelqu'un qui soit motivé. Mais je pense qu'avec les évolutions, parce que l'IA, ça a vraiment, tous les ans, ça devient de mieux en mieux, mais à une vitesse vraiment, vraiment folle, je trouve. Et je pense que dans 50 ans, on y sera à un stade où on peut faire un film de chez soi. Mais oui, il faudra de la passion, il faudra du temps, il faudra être motivé. Mais moi, je pense que on pourra arriver à un stade où on pourra de chez soi faire un film de qualité. Mmh. Après, c'est une question d'algorithme et cetera que tu distribues, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, tu payes et cetera. Parce que moi, par exemple, sur TikTok, j'ai une chaîne qui s'appelle, ESM Artistique où ils font plein de courts métrages d'animation et c'est vraiment incroyable, hein. Ça lave, la plupart des grands films d'animation. Et je pense que ce sera aussi surtout, enfin, même actuellement, ça marche aussi pour du repérage parce que il y a pas mal de films qui sont sortis, mais qui partaient de courts-métrages à la base. Ensuite, voilà, ça a servi de book ou de maquette, j'en sais rien, pour ensuite être financé pour faire une version longue des films. Et je pense aussi aux films, Ah, tu parles de Substitution, je courts crois. métrages, Ouais. globalement? Mmh. Non, oui, non, en fait, à la base, il y a des courts-métrages qui sont faits. Et les gens sont justement partis de voir les studios avec avec ces courts-métrages-là, où ils ont été repérés parce que le court-métrage a fait beaucoup de bruit. Et ensuite, derrière, ces courts-métrages ont donné des films, de vrais films, en Mmh. fait, qui Ouais, ouais. sortent au cinéma. Donc eux, ils ont Mmh. retourné et tout ça, quoi. Et il y avait aussi, pour le film Substitution, je crois, en fait, les deux réalisateurs, je crois que c'était des youtubeurs à la base. Ouais, Euh, c'est vrai. Ouais. voilà, donc il y Ouais. a Ouais, les pas frères mal de Philippon. success story. Mm. Ouais. Après, alors moi je voulais aussi rebondir sur le fait que oui, la caméra c'est devenu un outil accessible de tous et du coup, bon, on n'a pas beaucoup qui ont commencé à faire du cinéma. Au contraire, ils ont commencé par, comme ça a été dit, hein, par des youtubeurs. Ils se sont filmés et après ça leur a permis de s'ouvrir un peu plus au monde du cinéma. Donc petit à petit, l'IA va aussi permettre à certains créateurs de justement créer un film entier. C'est c'est juste que là où avant ils pouvaient faire que des entre guillemets des fan films et ils n'avaient pas toutes les technos et il fallait surtout rassembler pas mal de gens quand même pour faire même un petit film. Là maintenant ils ont juste besoin d'un PC, une bonne machine qui tourne bien et ils peuvent littéralement décrire tout ce dont ils ont besoin. Tel acteur qui fait telle action avec telle lumière, avec tel son. Alors bon, bien sûr, faut être très verbeux comment dire dans le prompt, mais ça peut se faire. C'est ça qui est en fait terrifiant, quoi. C'est que, en gros, c'est Mmh. impressionnant ça. C'est le fait que ça soit accessible de tout le monde. Et après, par rapport au réalisateur, ben il y a alors j'ai posté un article, c'est Darren Aronofsky qui a justement utilisé l'IA pour faire une mini-série
sur l'histoire des États-Unis, un truc comme ça. Mais c'est full IA. Et comme quoi, donc, alors, Aronofsky, je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse ça, mais bon, vu sa carrière, il est un peu en roue libre là, j'ai l'impression. Mais voilà, donc si un réal comme lui est capable d'accepter l'IA et à l'utiliser pour faire une mini-série, il y a moyen que dans quelques années, on ait d'autres réals qui sautent le pas, quoi. Mmh. Et oui, il faut toujours des premiers atouts, mais dès que le premier ouvre la porte, tout le monde, personne ne veut rester derrière, donc tout le monde va s'engouffrer dans la porte. Parce que c'est vrai qu'on parle de la démocratisation, donc les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens pourront faire des films. Mais moi, je pense vraiment que les riches auront toujours l'avantage sur les pauvres. Imaginons ceux qui ont tous les moyens du monde, ils pourront juste utiliser l'IA pour faire des films à encore moindre coût et avoir encore une meilleure marge, tout simplement. Et je pense que dans 50, 100 ans, ce sera tout à fait possible. Et finalement, ils pourront contrecarrer tout ce qui est les problèmes liés à l'humain, tout ce qui est grève, etc., qui a fait perdre des millions de dollars aux boîtes de production. Là, ils pourront juste diminuer la masse salariale et faire des films qui sont autant de qualité, avec un bon scénariste qui sera derrière le prompt, à tout bien ficeler. Pour vous contredire, vis-à-vis un peu pour l'IA, c'est que, bah, par exemple, entre un iPhone et une caméra, vous dites, c'est vrai que c'est plus accessible, mais honnêtement, moi, je vois vraiment la différence quand c'est filmé à l'iPhone et quand c'est une caméra. Déjà, juste pour, la comment dire? Le flou d'arrière-plan, sachant que le flou qui est créé par l'iPhone, c'est numérique, alors que pour une caméra, c'est un peu plus mécanique. Et moi, visuellement, je le vois et même quand vous voyez des films avec, des effets spéciaux, bah, vous voyez clairement le vrai du faux et surtout quand le film utilise pendant un certain nombre de temps, que vous voyez que des effets visuels à l'écran, et ben, vous allez commencer à ressortir du film et à voir que c'est un peu irréel et vous allez faire tout de suite la différence, entre le vrai du faux, quoi. Pour le Voilà. moment, en effet, oui, c'est vrai que, bah, en fait, pour le moment, on arrive à peu près différencier le réel de ce qui est généré par l'IA. Mais j'avoue que, enfin, quand même, en 5 ans, on a parcouru quand même pas mal de vidéos. Enfin, voilà, il y a un bon bout de chemin qui a été parcouru, quoi, et on voit que, enfin, ça s'améliore de plus en plus. Là, le combat entre Brad Pitt et Tom Cruise, c'est certes, ça manque encore d'émotion, d'intensité, mais on n'est pas loin. Clairement, on n'est pas loin d'avoir un truc assez réaliste. Enfin, en tout du moins proche du réel. Mmh. À voir ce que ça donnera. Mmh. Sachant que dans les vidéos, enfin dans les fausses bandes annonces, on voit quand même aussi pas mal de faux raccords, pour aller dans ce sens-là, et par exemple les émotions qui sont assez mal retranscrites. Donc peut-être qu'un jour l'IA va évoluer jusqu'à gommer tout ça. C'est comme, aussi je sais pas si vous avez vu le comparatif, je crois il est sorti l'année dernière entre une des premières vidéos IA qui avait fait du bruit, c'était, Will Smith qui mangeait des pâtes. Ils l'ont refaite récemment et vraiment ça avait plus rien à voir. C'était beaucoup on voyait quand même encore les défauts, mais c'était beaucoup plus réaliste. Donc comme quoi ça évolue assez vite, quoi. Mmh. Faut voir, ce que ça donne dans 5 ans. La marge d'évolution, si vraiment elle peut limite remplacer. Parce que là, pour l'instant, bah, on voit tous sa différence. Moi, je vois pas mal de trucs, des parodies de la scène de Tokyo Drift en ce moment. Je sais pas si vous avez la même chose? Oui, où c'est un personnage qui sort du lycée et finalement il tombe sur quelqu'un qui veut le chercher et tout dépend de qui sort du lycée. Par exemple, j'avais Buzz l'éclair qui sort du lycée et c'est, merde, je sais plus comment il s'appelle le cow-boy là. Woody? Woody, ouais, qui vient le chercher avec, une voiture télécommandée. OK. Et j'ai eu, DiCaprio qui sort, quand il était jeune et finalement c'est, Rose qui vient le chercher avec le Titanic. Des trucs comme ça. Franchement, ça me fume. Mais sinon, moi, pour le cinéma, l'IA peut pas créer des choses artistiques. Elle peut pas si vous lui dites pas: «Fais un truc», elle le fera pas. Elle va juste prendre des trucs assez simples et voilà, hein. Franchement, j'ai du mal à voir, par exemple, une idée qui me vient en tête. Un plan, je sais pas si vous avez vu The Batman, Mmh. Oui. Ah, mais oui. par exemple, le plan où Matt Reeves a fait exprès, de faire retourner, le pingouin dans la course à la fin de la course poursuite.
pour montrer, le côté, chauve-souris, de Batman, qui est pendu, un peu dans les airs. Ça, c'est un plan artistique et je doute que l'IA peut le générer, sans qu'on lui dise. Mmh. Mais Et maintenant, une fois après, que ce plan a été réalisé, maintenant l'IA peut le faire. oui, là, à l'heure actuelle, elle peut essayer de retrouver C'est ça. l'idée, mais Oui, mais la après, De on toute va pas façon, avoir 40 fois le l'originalité. même plan. Ouais, voilà ce que j'ai. oui, Ouais. c'est ça. Mais de toute façon, là, l'IA, elle a 100 ans de cinéma en termes de base de données, hein, donc il y a de quoi faire, je pense. Ouais, Certes, mais justement, donc. Mmh. elle va pas Oui, mais générer quelque chose de nouveau, mais elle va certainement Ouais. générer quelque chose qui a été déjà fait dans un film de 1923, et elle va se dire, oh, là, c'est bon, je peux le réutiliser, quoi. Sauf si tu as vu le film 1923, tu dis: «Ah, mais j'ai déjà vu ça quelque part» et du coup, c'est tu vois le même donc comme quoi, film, au faut voir tous les final, films. ouais. Bah, a après on dit ça, mais tout ce qui est remake, c'est voilà, c'est aussi, bah, ils pompent les scénarios de films qui sont déjà existants et des plans aussi, qui sont déjà existants à chaque fois et effectivement les gens vont le voir, soit c'est par nostalgie, soit c'est parce qu'ils pensent que c'est nouveau et c'est tout ça. Il de l'inspiration, mais si tu vois que c'est trop inspiré, que ça devient copier-coller, quoi, du coup, bah, c'est nul. Parce que tu as déjà vu ça. D'ailleurs, ça me fait penser, j'écoutais une discussion, que vous avez faite il y a pas longtemps. Merci, Sledju, où vous parliez justement de Singing in the Rain et justement vous disiez que, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de copier mais qui n'ont pas pu, bah, pas égaler quoi. Donc tu vois le ouais, les classiques resteront les classiques. Ouais, parce que c'est techniquement, faut le faire. En plus, il y a eu enfin, je sais je sais pas vraiment comment expliquer, mais genre l'IA, si vous dites qu'il fasse une action à un acteur de faire un mouvement ou un geste, est-ce que ça sera aussi bien que filmé dans le réel? Où l'action peut être, peut-être finalement meilleure de ce qui était prédit? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Là, je Mmh. me dis que Ouais, oui, parce que les IA sont entraînées, donc il suffit de les entraîner à reconnaître, bah, je sais pas, pour les émotions, à reconnaître les émotions, pour, les façons de jouer, à analyser la façon de jouer de chaque acteur. Si tu les entraînes correctement, je pense qu'une IA peut tout faire. Il suffit qu'elle soit entraînée assez de temps et avec une base de données assez large, je pense. Mmh, faut ouais, mais voir. tu es d'accord justement, tu parlais d'émotions, les émotions, tu vas pas lui dire, «Pour cette scène-là, refais-moi la même émotion qu'à la fin comment il s'appelle le truc sur l'île avec DiCaprio là? Ouais. N'importe quel film, on s'en fout. Mais Shutter Island? ouais, Shutter Island, par exemple, c'est en fait, les émotions, je vais pas faire le philosophe, hein, mais les émotions, c'est justement, ça correspond à beaucoup de contexte, à l'environnement, à la personne qui le fait, au moment où c'est fait et cetera et c'est pour ça Ça que demande beaucoup tu peux pas dire d'écriture. à l'IA de copier, ouais. Je suis tout à fait d'accord, mais maintenant imaginons que tu prennes depuis, je sais pas, 1900 tous les films où il y a eu des scènes de tristesse. Tu dis: «Analyse-moi tous les visages de chaque personnage qui a pleuré, fais-moi une synthèse, analyse le contexte» et là, il aura une assez forte base de données pour se dire: «Voilà dans, les différentes facettes de la tristesse, dans quel contexte». Enfin, c'est pour ça que je parle d'entraînement, c'est que faut pas lui donner juste lui dire: «Bah, imite-moi Brad Pitt qui pleure dans Légende d'automne». C'est plutôt: «Regarde les centaines, les milliers de visages dans tous ces films où il y a des gens qui pleurent et apprends, cherche à connaître à quoi ressemble un visage triste, en prenant en compte le contexte. Je pense qu'en fait, il faut juste l'entraîner de la bonne façon. Moi, j'y crois vraiment. Je pense vraiment que c'est possible. Je suis d'accord que ça aura un résultat, mais est-ce que tu penses pas que, par exemple, dans ton exemple, si tu mets Brad Pitt sur le plateau, est-ce que lui, il le ferait pas mieux, justement, que l'IA qui copie un mélange d'émotions? C'est là où je veux en venir. L'humain sera forcément meilleur que l'IA dans ces domaines-là. Enfin, je sais pas, enfin, c'est ma vision, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de films, justement, qui traitent de ça et des livres. Donc, Non, oui, peut-être l'humain est instable alors que l'IA est stable. Brad Pitt, il peut arrêter de bien jouer pour X ou Y raison parce qu'il vient de devenir alcoolique ou j'en sais rien, tu vois? Alors que l'IA, elle devient jamais alcoolique. Elle perd jamais ses compétences, finalement. Mmh. je Mais vois ce que tu veux parfois dire. l'improvisation du réel et des choses d'imprévues, parce que quand vous préparez un film et quand vous le tournez, c'est 2 mondes différents. En Mmh. Oui, général, vous avez oui. pas mal de surprises. Tu fais un storyboard, tu prévois tout. Dès que tu dis action, il y a des choses qui se passent pas, qui se Ou passent sinon, il y a pas un comme plan que tu peux pas prévu. faire parce que tu as pas assez d'espace, ce Hmm. genre de choses. Ouais, mais parfois, Ouais. justement, ces problèmes-là peuvent amener de beaux résultats, au final.
C'est ça, hein. Bah, typiquement, tu reprends la scène de The Dark Knight avec le Joker qui sort de l'hôpital. L'IA, elle t'aurait fait un plan classique, normal, avec l'hôpital qui explose, classique, et le Joker qui avance. Alors que lors du tournage, il y a eu plein de soucis, notamment le problème d'explosion, et on n'aurait pas eu justement l'improvisation de Heath Ledger qui joue avec qui reste dans le personnage et qui joue avec sa télécommande, quoi, et qui Mmh. tapote pour essayer de faire fonctionner. Parce que C'est ce qui fait que il y a l'aspect humain qui est hyper important et que j'adore, et que bah, avec l'IA, ce serait trop lisse, ce serait trop parfait en fait. c'est ça, hein. Surtout que quand les acteurs, sont bien préparés, ils sont carrément dans l'histoire. C'est pour ça qu'il a réussi à bien improviser parce qu'il est dans son personnage, dans le monde, pour lui, les caméras n'existent plus, quoi. Que l'IA pourra jamais remplacer, c'est les films documentaires. Les images réelles pourront pas être générées par IA. C'est pas possible, parce que c'est pas réel sinon. Même avec la géolocalisation, en mettant des infos qui permettent justement d'avoir des. Parce que, oui, mais ce sera des images fausses, ça sera C'est pas ça, vrai. c'est ça la différence. L'IA peut faire des bonnes choses, mais l'humain le fera mieux. Et un documentaire historique, par exemple. Plongé dans la France du 19e siècle. Ce sera considéré comme de la fiction, tes images, pas comme du réel. Et dans des documentaires, tu as des scènes, des mises en scène, c'est possible. Des des scènes, des mises en scène, un peu comme de la fiction, mais dans un documentaire qui peut utiliser des images réelles, qui en général utilise des images réelles, ça l'IA pourra pas le faire. Et c'est là où moi je vois le véritable apport que pourrait avoir l'IA, c'est plutôt dans le montage en fait. Par exemple, c'est comme, je sais pas si vous avez vu la série Apocalypse, Apocalypse Hitler, ou je sais plus quoi, un truc, sur la Seconde Guerre mondiale, si je crois que ça s'appelle comme ça. Bah, c'est justement en fait, les images étaient réelles, mais c'est plus le montage et le son et la narration qui ont rendu la chose mieux. Mais les images, oui, de base, les images, j'aurais pas pu les créer. Que quand vous avez une image réelle, vous avez vraiment de voir, le truc, quoi. Alors que quand c'est l'IA, vous voyez que c'est un peu faussé ou que même soit la mise en scène, vous y croyez un peu moins. Quand vous avez des images réelles de documentaires, d'une personne qui se promène à Paris ou d'un pingouin, en pleine nature, vous êtes dedans parce que vous voyez, en quelque sorte, une fenêtre, qui se porte au monde réel. C'est là la différence, c'est que le documentaire pourra jamais être remplacé, sur ce point de vue-là. Et tout à l'heure, je crois que c'est Nassali qui parlait des grèves, et cetera. Enfin, moi, pareil, même Maro, l'IA, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui pourrait aider à éviter toutes les tâches qui sont un peu rébarbatives. C'est comme l'invention de la machine. Il y a les ouvriers qui se disaient ah ben mince, on perd notre travail, comment on va faire? Bah, l'idée, c'est de faire du travail un peu plus qualifié, du travail un peu plus intéressant entre guillemets et qui rémunère mieux et au final tout le monde est gagnant. Tout ce qui est automatisation, pour moi, c'est une bonne chose. Enfin, C'est ça. automatisation et ce genre d'outils automatiques. Je connaissais un chef électro qui était l'un de mes profs et il m'a dit la même chose quand les effets spéciaux sont arrivés, parce que les gens, auraient eu l'impression de voir quelque chose de trop irréel. Parce qu'avant, c'était des maquettes, c'était peint et cetera. Alors que quand vous voyez un truc, généré par un ordinateur, c'est un peu ça peut faire peur, mais au final, ça passe très bien. Donc voilà. Petit conseil, pour les films documentaires, vu qu'en ce moment, je prépare un truc, je dois faire un film de sensibilisation avec une association, je conseille, L'île aux fleurs pour ceux qui n'ont pas vu. Un court métrage? Qui utilise, ouais, c'est un court métrage de 12 minutes. Ils utilisent des mises en scène pour, vous montrer, un certain aspect de la vie, mais il y aura des images réelles et c'est là qui rend les choses choquants et il y a même des images d'archives réelles qui rendent, vraiment encore beaucoup plus choquant que juste un truc généré. Si vous voyez un truc généré, vous voyez qu'un peu c'est une idée qu'on veut vous apporter, mais si c'est réel, là, vous pouvez pas vous y échapper, quoi. Ouais. Donc voilà, si tu as autre chose à dire, merci, Slade. Très connu L'île aux fleurs, hein. C'est vraiment, un classique, documentaire. 89. Mmh. Ça. OK. Petite voilà, Bah, est-ce petite que des gens du parenthèse, coup ouais, juste, je précise vas-y, juste vas-y. que le documentaire, heu, c'est un truc fait par un artiste, là où le reportage, c'est un truc fait par un journaliste. Voilà, au juste cas où. D'accord. Ça marche.
Bah, du coup, est-ce que, les anti-IA sont toujours anti-IA, les pro-IA ont changé de camp? Est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses sur le sujet? Non, mais en fait, moi, c'est surtout que le monde du graphisme et de toute la partie technique. En fait, eux, ils ont peur, ils vont faire entendre leur voix via des mouvements sociaux et voilà. Je vais pas dire qu'ils vont faire du lobbying anti-IA, mais les graphistes ont vraiment très peur aujourd'hui. Et donc voilà, enfin, je connais des Discord où c'est interdiction de poster des choses générées par une IA, quoi. Enfin, j'ai failli me faire ban parce que j'avais fait des mèmes à l'IA à une époque. Et donc voilà, parce qu'il y avait beaucoup de graphistes sur le serveur et pour eux, c'était hors de question. Mais après, le monde est en mouvement permanent, pardon. Donc, bah, c'est une évolution et il va falloir faire avec dans tous les cas, que ce soit pour les effets spéciaux, pour la réalisation et pour tout ce qui va concerner la création. En fait, maintenant, c'est un nouvel outil qui va faire des chômeurs, mais en fait, dans tous les corps de métier, tout ça, tout est appelé à évoluer et je me suis déjà fait avoir, alors pas forcément par la technologie, mais tu vois, par des nouvelles réglementations. Je prends un exemple tout bête. J'ai travaillé dans les collectivités territoriales et il y a les drones qui sont apparus il y a une dizaine d'années, la démocratisation des drones. Mais pour faire des plans en vue aérienne, mais avant il fallait un permis, ça coûtait une blinde, c'était ultra spécialisé. Donc les mairies, elles raquaient des dizaines de milliers d'euros. Et puis du jour au lendemain, eh ben, elles ont vu leurs gamins recevoir un drone à Noël et survoler le stade municipal et de faire des vidéos et des photos, quoi. Donc du coup, ah bah ouais, bah, ils se sont trouvés dans la merde et donc ils ont réglementé le truc quand même, mais leur métier a été complètement chamboulé par l'arrivée de cette nouvelle technologie, à savoir les drones, quoi. Euh, donc avec l'IA, enfin, ma comparaison est c'est un peu, ça peut vous paraître un peu n'importe quoi, mais voilà, c'est une révolution dans le monde du travail et il va falloir prendre ça en compte. Et il faut, il va y avoir du lobbying social, mais c'est normal. Est-ce que pour autant l'outil est mauvais? Peut-être pas. Ouais, j'aime bien ton exemple parce que, en fait, quoi qu'il arrive, sans être défaitiste, ça va arriver. Donc, l'idée, c'est de l'anticiper le plus tôt possible. L'IA, ça touche vraiment tous les domaines. Donc, plus vite tu arrives à t'en servir, plus vite tu seras à la page, tu seras pas largué lorsqu'il y aura plus le choix. Par contre, derrière, effectivement, faut vraiment qu'on voit aussi tout ce qui est réglementation, droit à l'image et tout ça, quoi. Faut pas que ça parte trop cacahuète. Il y aura quelques légers nouveaux métiers qui seront liés à l'IA. Ouais, Ceux bah, ça a qui déjà savent commencé, s'en hein. servir. Voilà. Mais moi, en tout cas, pour l'instant, si j'ai un film de gros budget, je ne veux pas me baser sur l'IA qui n'est pas encore complètement performance, qui fait quand même quelques erreurs. C'est à voir dans 5 ans, quoi. Comment elle aura progressé. Ouais. Mm. Après, peut-être que dans 5 ans, on aura aussi l'exploitation de l'IA qui sera peut-être un peu plus démocratisée, on va dire, avec une certaine tolérance, ou je sais pas, à voir. C'est comme, je crois que c'était l'année dernière où il y a eu comment dire, un petit backlash quand on a appris que The Brutalist avait utilisé de l'IA pour les décors. J'avais un truc comme ça et ah non, c'était pas non non pardon, c'était pas pour les décors, c'était pour rendre l'accent de Adrien Brody un peu plus Oui. hongrois, un truc comme ça. C'était pour l'améliorer et du coup ça avait créé un tollé et ça. Bon, c'était à la période des Oscars, je crois. Et justement, Mm. c'est dans cette période-là qu'il y a plein comment dire, de crottes de nez qui sont balancées de part et d'autre par les studios juste pour flinguer les films des concurrents, quoi. Donc, il y avait un peu de tout qui était sorti, et notamment ça. Oui, oui, et c'était aussi pour les décors. Ils avaient fait quelques maquettes en IA, et du coup, bah, le rendu était pas dégueu. On voyait pas spécialement que c'était de l'IA, mais justement parce qu'il y avait un humain, des humains derrière. Mais ils avaient travaillé avec de l'IA pour les décors aussi, ce qui avait fait que la polémique avait enflé. Il n'y avait pas que la voix de l'acteur. Et t'étais un regardiste, hein. Ouais. Ça se trouve, on va bientôt avoir une catégorie meilleure IA utilisée dans un film. Je sais pas. Ça peut être J'avoue. aussi, hein. Bah, T'as bien dans la tous les cas, de catégorie toute meilleurs effets façon, spéciaux. Non, mais
C'est possible, hein, ce serait pas mauvais. Non, ce serait pas mauvais, mais je reviens juste après, ça fait peut-être un moment qu'on parle déjà de ce sujet, mais pour The Brutalist, voilà, c'est l'exemple. L'utilisation humaine, de l'IA pour The Brutalist est complètement justifiée. Le film a coûté rien du tout et il a un budget dérisoire par rapport à son ambition. Justement, c'est pour ça qu'il avait fait aussi, un peu de bruit. C'est que justement, il y a plein d'images impressionnantes, tout ça, notamment au niveau de l'architecture et finalement ça a coûté, des miettes. Bah, c'est étonnant. Bah oui, bah pourquoi? Bah parce que tout ce qu'on a vu, les représentations maquettes et les plans finaux architecturaux, il y a des trucs qui ont été générés par IA. Et donc, voilà comment faire des économies, comment avoir un rendu extrêmement cinématographique, parce que vous avez du monde derrière qui bosse dessus. Donc voilà, en fait, tout ce dont on vient de parler, ou en tout cas en partie, et ben ça a été déjà tenté, mais ça a été extrêmement mal reçu, quoi. Donc voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à ouvrir les vannes psychologiques, c'est tout. Et puis après, ben, ce sera parti, quoi. En fait, moi, le seul truc qui me dérangerait, c'est s'il y a tromperie. C'est-à-dire si l'IA est utilisée et qu'on nous le dit pas spécialement. Voilà. Après, enfin, je dis ça, mais c'est aussi à mettre en exergue avec, par exemple, les effets spéciaux. On sait pas forcément ce qui est réel ou ce qui est pas réel, à part Tom Cruise qui crie sur tous les toits qu'il a fait telle et telle scène, etc. Mais, mais voilà, c'est aussi la magie du cinéma, hein. Parfois, ça fait du bien de pas savoir ce qu'il y a derrière. Après, dites-vous que entre une personne qui utilise simplement l'IA et une personne qui la pousse vraiment, à ses extrêmes, on va voir la différence, hein. On va clairement voir la différence quand si je demande à l'IA: «Fais-moi un bâtiment gris», ou à une personne qui va lui donner une panoplie de descriptions sur le bâtiment qu'il veut générer, derrière, quoi. C'est juste, une façon, de créer, par exemple, un effet spéciaux qui sera différente. Mais en général, je pense que un bon utilisateur d'IA sera remarqué comme un bon utilisateur d'effets spéciaux, quoi. Ok. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour du coup de l'IA? Oui, j'avais un truc en tête, mais je sais plus, ce que je voulais dire. Bah après, à part ça, sur l'IA, le seul sujet qui pourrait revenir après, c'est aussi concernant au-delà de l'utilisation, c'est ce qui serait peut-être toléré, c'est l'utilisation d'une IA pour faciliter le boulot. Par exemple, je sais pas, le travail d'effets spéciaux, je sais pas, d'améliorer les effets spéciaux, plutôt que de générer des images ou de générer carrément une séquence entière. Ça, oui, en effet. Je pense que faudrait idéalement légiférer pour demander à ce que les studios ne l'utilisent pas pour générer des images, mais juste pour améliorer ou pour avoir des conseils, je sais pas. Ça peut être une Mais tu manière vois, de. pour la générer, il Ouais. faut quand même Mhm. lui dire, vraiment point par point, il faut lui donner quand même pas mal de directions et même parfois elle peut se perdre parce que je crois que, par exemple, j'ai vu quelqu'un qui avait demandé, juste en français, pour un plan qu'il voulait faire, c'était, une chute en point de vue du personnage d'un bâtiment. Vu qu'il a demandé en français, il a fait à Paris et quand il faisait la chute, déjà le bâtiment, il était un peu genre l'architecture était pas en raccord avec les bâtiments autour. C'était vraiment des bâtiments anciens Paris et là, c'était un bâtiment assez moderne, venu nulle part et quand tu tombes dans la rue, tu voyais, 5-6 taxis en jaune et sauf que les taxis, bah, c'est en jaune, c'est new-yorkais, quoi. Donc c'est ça, la base de données, certes, elle connaît plein de trucs, mais il faut la diriger. Oui, 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 c'est ça. Donc c'est comme, quelqu'un qui sait jouer avec les effets spéciaux, hein. Mhm. Si très bien jouer avec les effets spéciaux, ça rendra bien. Ouais, donc en gros, faut apprendre à utiliser l'IA, quoi. C'est ça, c'est pour ça qu'il y aura des nouveaux métiers. Mm. Dans l'informatique, ouais, il y a déjà des métiers comme ça, qui justement, qui apprennent aux autres à utiliser l'IA, et qui les personnalisent. Mm. Du coup, Aquila, est-ce que tu as retrouvé le sujet dont tu voulais parler ou Là, plus trop? enfin, c'était par rapport à l'IA, je sais plus, j'avais un truc qui m'est passé par la tête et j'ai plus. Bon, Tant pis. bah, tant pis. Au pire, tu diras ça plus tard, quand ça reviendra. Bah, je pense qu'on va Ah, peut-être enchaîner. Ah, attends. ah, oui, oui, Bah, je crois que ça c'est revenait bon? plus ou moins au même truc, à la réalisation.
Parce que ça dépend de toi, la réalisation et pas de l'IA. Heu, ouais, la combinaison de plans, je pense que c'est comme ce que j'avais dit artistiquement. En fait, j'ai dit ça parce que j'ai vu, Mortal Engine, hier et c'est fait par un humain et Ah, je peux te dire que j'avais envie de me pendre, hein. ah, bah Je n'ai même ça pas allait, fini ce film, non? ça me parle. Ah C'est- c'est- Non? non, Non, ok. non, non, non. Même les effets spéciaux, enfin l'écriture en plus, non. Mais tu sais Oui, qu'à bon, la base, l'écriture était pas terrible. c'était censé être une franchise, hein, ce film. Ah ouais, c'était censé, ouais. Non, Et sérieux? ouais, ouais. Oh, putain. Ils ont arrêté parce que Ouais, bah, le premier a pas marché, quoi. ouais, ouais. Produit Peter Jackson, il me semble, hein. Ouais, ouais, mais produit juste, hein. Ouais, ouais, C'est tiré d'une saga de livres, en fait, c'est pour ça aussi. ouais. Ouais, Mon Dieu. ouais. Bah, comme quoi, hein, c'est bien d'avoir des effets spéciaux pas tout à fait bien finis et, et Ah un oui, film mais mal réalisé, c'est ça. C'est ce comme qui le quoi, rend peu humain. importe, enfin le matériel que tu utilises, c'est comme avec l'IA, peu importe comment tu utilises, si c'est bien dirigé, ça sera bien fait. Ouais. En attendant, et là, l'IA, je pense pas que elle va permettre de. Sauf est-ce qu'elle est capable de faire des trucs imparfaits, genre des acteurs qui jouent mal et tout ça. Bah, Ça- tu le vois quand c'est l'IA parfois. Oui. Ouais. C'est un truc trop plastique. Mm. Parce que l'IA a tendance à trop à rendre parfait en fait le jeu des acteurs, sauf qu'elle se loupe totalement parce que du coup ça les rend totalement inhumains, ça les rend robotiques en fait. C'est Mmh. ça et puis même, si tu veux un type de pleurs en particulier ou et cetera. Enfin, en général, quand un acteur est dans, comment dire? Quand il se met, dans la peau de son personnage, selon la tristesse qu'il va avoir ou le genre d'émotion qui va ressortir et ben, ça sera un peu automatique pour lui. Là où l'IA, vu qu'elle a pas d'émotion, ça sera un peu plus compliqué. Si vous voulez enfin, je vais peut-être mettre le lien mais, et Jean Renoir qui expliquait, comment, Molière ou Shakespeare, faisaient entrer, leurs acteurs dans la peau d'un personnage. Il avait fait ça pour une journaliste. Le journaliste voulait savoir comment il faisait pour faire entrer un acteur, dans son personnage et c'est vachement marrant parce qu'elle est juste journaliste et Jean Renoir lui a fait jouer une scène et c'est impressionnant comment elle joue bien à la fin et c'est une vidéo de 20 minutes mais c'est vraiment incroyable. Tu vois tout le processus et c'est quelque chose D'accord. que j'utilise, maintenant. Ok, ok, très bien. Bah, du coup, est-ce que on a abordé tout le sujet sur l'IA? On passe au sujet suivant? Mmh. Allez, On peut. Allez. Allez, on y va. Donc, bah, toujours, je pense, Vélard. Donc là, on va aborder le sujet de Sony qui veut reboot son Spider-Verse. Heu, oui, bon là, je peux faire plus court parce que tout le monde connaît un peu le Sonyverse comme on l'appelle. En fait, c'est pour faire simple, c'est des films, qui sont tirés de l'univers Spider-Man, mais sans Spider-Man. Donc voilà, c'est un peu lié à l'achat de Sony de Spider-Man, par Sony il y a quelque temps. J'ai plus la date en tête. Et que par la suite, Sony a accepté de vendre, entre guillemets, Spider-Man à Marvel pour qu'il apparaisse dans leurs films. Et il faut savoir que le fait que Spider-Man n'apparaisse pas dans les films Sony, c'est pas une contrainte légale, c'est plutôt une contrainte filmique, je sais pas comment on dit, c'est cinématique. Euh, Parce que en fait, ils veulent pas que les gens confondent justement les différents Spider-Man, enfin celui de Tom Holland avec le leur. Euh, et c'est pour ça que par exemple, ils ont quand même eu la permission entre guillemets de créer Into the Spider-Verse, enfin la trilogie, future trilogie là avec Miles Morales, parce qu'on sait que c'est pas Spider-Man et que c'est animé. C'est pour ça qu'ils s'éloignent un peu en fait de cet univers-là. Bref, en fait, tout ça, donc c'est après l'échec de ces films, ils ont décidé d'arrêter les frais. Et du coup, le patron de Sony, on lui a posé la question, il a confirmé les rumeurs d'un reboot. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est Venom, Morbius, Kraven, Madame Web et j'en passe, ou je crois que il y a que ça, je sais pas si j'en ai loupé un. Euh,
ça va disparaître, entre guillemets, et on va laisser place plutôt à de nouveaux personnages, de nouvelles histoires et de nouveaux acteurs. C'est pas dit que les personnages en eux-mêmes ne seront pas là, c'est juste qu'ils n'auront pas le même passé, quoi. Par exemple, si on doit avoir des personnages qui étaient déjà existants. Donc, donc voilà, en fait, je sais pas, qu'est-ce que vous avez pensé du Sonyverse, même si je pense qu'on sera unanime malheureusement. Et, et, euh, est-ce que pour vous, il fallait quand même continuer ou persister, ou est-ce que vous avez des... Est-ce que pour vous, le reboot est une bonne idée? Est-ce que vous avez des espoirs par rapport à ça? Non. Euh, Non. Ok, alors à tout? Non à tout? Non, mais enfin, je crois que c'est Franck qui voulait parler. Vas-y, parle, si tu veux. Non, 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 bah moi je veux. Alors, beaucoup de choses à dire, mais juste que le Sonyverse s'est vraiment pris les pieds dans le tapis. Quand on pensait qu'il pouvait plus toucher le fond, et ben il creusait encore plus profond. Parce que je crois que le dernier film à être sorti, je crois que c'est Craven. Ah, ça va. Alors, Craven, alors, Madame Web ou Craven, à choisir le pire, c'est compliqué. Ah, ça reste quand même Madame Web, mais c'était absolument incroyable. Enfin, c'est un échec sur toute la ligne. Donc évidemment, je suis content qu'il y ait un reboot. On verra ça avec plaisir. Mais je reste choqué, littéralement, de comment ils ont pu prendre une telle mauvaise direction. Et c'est incompréhensible pour moi, quoi. Donc, mais j'attends avec impatience ce qu'ils vont nous proposer. Et de toute façon, ils ont fait tellement horrible, ils peuvent pas faire pire. Franchement, honnêtement, vous pensez qu'ils peuvent faire pire, vous? Large. Ah, ça va être compliqué quand même. Après, est-ce que ça aura un succès quand même? Est-ce que les gens se déplaceront pour aller le voir, sachant ce que ça a donné le premier? Ça, je sais pas aussi. Bah, c'est Mais, quand même assez apprécié, Venom, non? avant que vous m'insultez et que vous dites que tout le monde est débile, et cetera, sur un film, Non, non, non. j'ai aimé, et je sais que tu vas pas, non, t'inquiète, je sais que maintenant tu vas faire attention avec Minecraft, mais je trouve un petit charme à Madame Web, voilà, c'est tout ce que je voulais Oh non, ajouter. mon Dieu. Je dis pas que j'ai aimé, enfin, Comment ça, mon ref? c'est un peu comme le petit chien à trois pattes et tout. Voilà, il a trois pattes, mais t'as une petite affection. Moi, j'ai une petite affection pour un homme même. Je vais juste sur ça. D'accord. Je- Bah, t'as le droit, hein. Écoute. Non mais pour moi c'est incompréhensible. Madame Web, c'est alors tu te souviens, on a quand même, tu te souviens de la scène où Sydney Sweeney avec sa copine en fait, t'as l'actrice qui doit jouer Madame Web, elle leur dit vous m'attendez dans la forêt au bord de la route là. Et les filles elles se Ouais, disent oh mais si on allait dans le petit bar à côté au bord de la route et avec plein de puis elles vont monde. dans le bar et elles se mettent à danser sur des tables et tout. Mais c'est pire que ridicule. Je sais même Mais non, pas. mais attendez, ah non, mais attends, mais c'est déjà, en fait, ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai aimé, c'était un peu la sauce années 90, parce que je pense que le film il se passe dans cette période-là. Ça m'a fait penser au film un peu débile, enfin un peu jeune et adolescent de cette époque-là. C'est vraiment juste ça qui m'a plu dans le film. Après, je sais que c'est pas un chef-d'œuvre, voilà, et que l'histoire elle est un peu tirée par les cheveux. Ouais, Mais je c'est peux le pas. petit charme que je trouve. Bon, il faudrait que je lui redonne sa chance dans le sens où je sais pas, enfin, je sais pas trop. Je Après, ne si sais t'as pas. pas aimé, force pas, on va pas Ah, je je trouve. m'attendais à ce que tu dises que Venom, c'est bien. Alors moi, j'aime bien Venom 1 et 2, et je les défendrai jusque dans la tombe. Venom Euh, 2? Venom je, 2, réalisé par Andy Serkis. j'aime bien le 1 et le 2, et je crois que le troisième, j'aime moins, mais le 2, je m'y fais. Qu'est-ce Mhm. qui Bon. t'a plu dans le Ah 2? bah attends, voilà, moi aussi j'aime bien les mauvais films. Alors j'ai bien aimé, je crois que c'est dans le 2, que je confonde pas le 2 et le 3, comment il s'appelle Tom Hardy. Ben, j'ai bien aimé son rôle un peu, comment dire, il n'est pas encore un gros déchet comme dans le troisième film, mais il devient un déchet, il est en perdition. Il est entre la dépression et le mec gros dégueulasse qui a abandonné tout espoir de devenir quelqu'un. Et en fait, tu as Venom qui va un peu prendre le relais pour les enquêtes, tout ça. Donc j'ai bien aimé cette dynamique entre les deux personnages. Venom va essayer de tirer vers le haut Tom Hardy. Ensuite, il y a aussi toute une lecture un peu grotesque, mais qui donne des scènes très drôles sur la diversité, justement, Venom qui se retrouve dans un bar LGBT avec des colliers en fleurs. Enfin, tout ce passage-là m'a fait vraiment beaucoup rire. Et donc, bah oui, bah moi, j'ai pas passé un mauvais moment devant Venom 2 parce que les critiques étaient horribles. On en parlait comme un des
pire film de l'année, et cetera, très, très rapidement. Et donc je pense que suite à ça, et ben, du coup, j'ai réussi à passer un bon moment, devant Venom 2. Voilà. Donc j'avais des espoirs, pour, le 3e film, mais ouais, le 3e, non, ça n'a pas marché. D'accord. Mmh. Bon, c'est pas moi qui vais juger ton avis, de toute façon. Ouais. Ouais. Alors autant je rejoins pour le premier Venom, parce que en vrai, si on regarde la toute première bande-annonce de Venom, premier du nom, j'avais vraiment le sentiment qu'ils étaient en train de se diriger vers une, une réalisation un peu plus sérieuse, enfin des méchants de l'univers de Spider-Man, et notamment en commençant par Tom Hardy avec Venom. Et je sais pas pourquoi, mais ça a duré juste le temps d'un trailer, parce qu'après le deuxième et le troisième, c'est parti vite en cacahuète, et on a vu le film, et ouais, ça se défend plus ou moins, mais après bon, c'est vraiment le seul que je pourrais vraiment défendre dans cet univers. Madame Web, j'avoue, j'ai pas vu. Kraven, j'ai pas non plus vu. J'ai vu Morbus le deuxième Venom. Ouais, j'ai du mal. On va dire que j'ai du mal. Et après, bah, par rapport à ce reboot, en vrai, même admettons qu'il y a un reboot. Quel acteur aura envie de d'y foutre les pieds en fait? Enfin, c'est devenu risible. T'as Jared Leto qui était en train de teaser un Morbus 2 en disant Morbin Time. Enfin, c'est c'est risible juste. Donc, ouais, je sais pas. Je sais vraiment pas ce que ça va donner, et surtout les acteurs qui vont venir. Il y a de très peu de chances que ce soit de gros noms. Enfin bon, sauf si Sony arrive à avancer un gros chèque, quoi. Mais ce sera surtout des acteurs qui auront envie de relancer peut-être leur carrière, ou de juste signer pour un gros chèque, quoi. Mais je vois pas dans quel monde est-ce que Sony va va réussir à attirer des talents, quoi. Moi, de mon côté, plutôt les acteurs, c'est plus les réalisateurs, moi, qui m'intéressent. Parce que je lis pas beaucoup de comics, mais je m'intéresse beaucoup, beaucoup à cet univers-là, notamment via YouTube. Et en fait, tous les personnages qu'on nous a présentés dans le Sonyverse, une histoire dans les comics vraiment hyper intéressante. C'est des gens un peu torturés, c'est pas non plus des anti-héros à la Deadpool, etc. Mais voilà, ils ont leur beau et leur mauvais côté. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils font que les méchants, pourquoi pas faire des gentils, parce qu'il y a des gentils aussi dans l'univers des Spider-Man, pourquoi pas. Mais voilà, en fait, le matériau de base est très très bon. Et c'est ça qui pourrait me donner envie, espoir, pardon, et envie aussi en même temps. Et surtout, voilà, les personnes les personnes derrière, le budget aussi qu'on va leur allouer, le temps qu'on va leur allouer, la liberté qu'on va leur allouer, tout ça, ça pourrait en croisant les doigts pour qu'ils apprennent leur erreur, sachant que ça, c'est pas toujours le cas, ça peut donner quelque chose. En tout cas, au moins les 2-3 premiers, je vais les voir. Je suis quasi sûr. Même si ça a des mauvaises critiques. Mais voilà, après on verra ce que ça donne, hein. OK. Perso, j'ai vu que les 3 premiers films du Spider-Verse, les 2 premiers Venom et Morbius. J'ai les 3e Venom, j'ai pas vu. Madame Web, je crois que j'ai vu le début, je me suis dit: «C'est quoi cette merde?» J'ai arrêté. C'est vraiment, et une facilité scénaristique, je me dis: «Non, non, c'est pas possible». Et Kraven, bah, j'ai pas vu du coup. En fait, je crois que le premier Venom est sorti du coup en 2018, 1 an avant le Joker. Ils ont laissé les droits à Spider-Man pour, Marvel, et ils se sont dit: «Bah, l'univers Spider-Man, ça tout le monde adore. Ils vont quand même, on peut faire un truc avec les personnages, qui l'entourent». Ils ont voulu jouer sur ça. Venom, il a une certaine, popularité, donc c'est pour ça que ça a un peu marché, et quand ils ont vu Joker qui a marché aussi, ils se sont dit: «Bon, on va continuer en fait». Les gens peuvent adorer, les méchants. Mais le souci, c'est que, bah, les méchants sont des antagonistes qui servent à faire évoluer le protagoniste, et là où enfin, la plupart sont des antagonistes sans forcément avoir, un protagoniste de base, donc c'est compliqué de faire une histoire déjà. Mm. Là où Joker, bah, c'est, Todd Phillips, il a très bien réalisé le Joker. Il y avait clairement, bonne, inspiration. Après l'antagoniste chez le Joker, c'était, la ville de Gotham, globalement avec, merde, comment il s'appelle,
l'acteur là, qui faisait le présentateur. De De Niro? Niro? Ouais, c'est ça. Oui. Donc c'était pas complètement délaissé, ils savaient clairement comment construire le Joker et cetera. Puis il y avait un comics déjà fait, ils ont pu s'inspirer. Là où, certains personnages, enfin genre même certains comics sont pas bons et ils veulent quand même forcer la main, alors qu'il y a clairement des choses qui vont pas dedans et c'est ça le souci, c'est que vous faites un film sur un antagoniste qui est censé faire évoluer quelqu'un d'autre, mais au final, c'est lui qui vous faites évoluer, mais qui devient alors, le la personne qui fait évoluer votre méchant. Enfin, genre, Morbius, c'est juste un autre Morbius, quoi, au final. Et Venom, ce qui a marché, surtout au début, c'est plus, heu, le duo avec Tom Hardy et Venom. Essayer de enfin, c'est plus Venom qui fait évoluer Tom Hardy, essayer de se synchroniser et cetera, s'entendre. C'est ça vraiment le film qui a fait fonctionner. En plus, Franck a dit que dans le 2, bah, Venom essaye de faire monter vers le haut, Tom Hardy. Mais le souci, c'est que dans le 1, c'est exactement la même chose. C'est que Tom Hardy, il a peur de plein de trucs et tout, et Venom, essaye de l'aider dans certaines choses et commence à devenir ami, et cetera. Donc il y a plus d'évolution dans le 1 que dans le 2. Et puis, c'est pour Ouais. ça que, bah, le 2 déjà est moins bon. Et puis bon, après ça se dégringole. Ils ont cru qu'en fait, en surfant juste sur la vague du c'est un personnage de l'univers, Spider-Man, ça a marché, mais en fait pas du tout parce que c'est pas il y a pas assez de richesse pour, un simple antagoniste de Spider-Man pour, en faire un film. Voilà. D'ailleurs, quand tu y penses, en fait, dans tous ces films, ce qui a été le plus raté, c'est les antagonistes, en fait, Bah, parce bah, que les c'est personnages de juste base sont censés être des méchants, alors que leurs antagonistes, ils sont peut-être un peu plus méchants, entre guillemets. Et je trouve la plupart, il n'y en a aucun qui ont été marquants, quoi. Malgré, bah, par exemple, dans Venom 2, tu as Woody Harrelson. Tu te dis, ouais, c'est Woody Harrelson, Carnage, Ah oui. c'est quelqu'un qui détruit tout le monde, vraiment, je crois que c'est un meurtrier, etc. Woody Harrelson, un tueur en série, je sais plus quoi. oui, mais Et, ouais. la création de Carnage de base dans les comics, c'était surtout de faire en sorte que Venom devienne enfin, on sait que plus ou moins c'est un anti-héros qui fasse équipe avec Spider-Man et c'est un peu, la surprise de ce duo. Mm, Mais sauf que là, il y a pas Spider-Man, c'est juste, Venom. aussi, ouais. Enfin, après, ouais, même sans Spider-Man, il y avait moyen de me faire aussi, ça qui me dérange. Mmh. Mais c'est juste que, bah, c'est ça les antagonistes, c'est juste, un peu, une pâle copie du personnage principal et il y a pas assez d'écriture et c'est c'est naze. Après, j'ai pas vu Madame Web, je sais plus c'est quoi exactement l'histoire du film. J'ai vu que le début, hein, je me rappelle même plus. C'est une femme qui voit dans l'avenir proche, on va dire. Elle se Ouais, fait suivre par une l'étoile de araignée, elle voit dans l'avenir, l'avenir. c'est ça. C'est ça, ouais. Mais il y a d'autres, Spider-Man, enfin En fait, il y a 3 Spider-Woman. femmes il y a 3 femmes avec des pouvoirs et vu qu'elle voit l'avenir, elle les recrute, elle veut les sauver, et cetera. Donc l'histoire elle est bateau, hein. Pour moi, c'est pas non plus un film très super-héroïque, c'est-à-dire que dans le film, il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des pouvoirs, enfin, que ce soit, un film d'action avec plein de pouvoirs et cetera. C'est vraiment plus, Mmh. film chill pour moi. Avec un méchant, Tareim, ouais, justement, comme parlait Franck. Des bons acteurs. Non. Il y Ouais, a Ouais, Sidney mais quel Sweeney gâche. d'ailleurs, hein. le Ouais. souci, c'est que voilà, le manque d'écriture, la réalisation qui est pas bonne parce que, de base, il y a pas grand chose à dire. Là où Spider-Verse, enfin, il y a quand même plein de personnages, c'est hyper riche. Enfin, je parle des films d'animation, hein. Quand on Mmh. connaît, Spider-Man 2099, il y a quand même une sacrée histoire derrière. Miles Morales aussi, il a quand même une sacrée histoire. Spider-Gwen et cetera. C'est quand même des personnages où c'est pas juste un Spider-Man comme un autre, quoi. Ils ont leur propre histoire. Mmh. Et d'ailleurs, sans oublier que, il y a Spider-Man noir qui va sortir. Ils vont Ouais, mais continuer là-dessus. justement, ça, ça a l'air tellement qualitatif qu'ils l'ont foutu enfin, ils l'ont refourgué à Amazon Prime. Je comprends pas. Ouais, c'est Mais leur seul truc qui pouvait marcher, ils le fourguent à Amazon. mais c'est pas une série? C'est un film? Si, c'est une série. Ah oui!
Ah OK, oui, je Après pensais que tu attendais à ce que ça sorte au cinéma, quand elle ah était mise ouais, au mais après je connais pas exactement l'accord qu'ils ont eu, mais il y a quand même il y a quelque chose à proposer avec Spider-Man Noir. mmh. Donc on va pas juste prendre un méchant, puis essayer de créer une histoire, sur rien du tout. Je crois qu'il est pas méchant du tout de toute façon, Spider-Man. Plus un enquêteur, dans mes Oui, souvenirs. oui, bah, c'est le Spider-Man noir, quoi. Mais je parle Mmh. qu'il y a d'autres personnages qui vont interférer avec le Spider-Man noir. Ah, Il y a une histoire derrière. C'est enfin voilà, c'est tout, hein. Tout ce qu'il y a à dire. Après pour le reboot, je sais pas si ça va être bien, mais on peut pas ils peuvent pas faire la même erreur à utiliser juste, heu, faire un film sur Kraven, ses origines, c'est pas assez. Tu peux utiliser ses origines sur un film Spider-Man déjà, ou raconter vite fait ses origines ou je sais pas, mais juste ça tout seul, non, je pense pas. Bon après, ça aurait pu faire un bon film, la base de Craven est pas dégueulasse. Malheureusement, tout ce qui est dégueulasse, c'est ce qu'il y a autour, la réalisation, le jeu de certains acteurs et moi ce que je comprends pas, c'est que, Venom mis à part, pour moi, parce que pour vous ça en tout cas à partir du 2, les choses commencent à se gâter. Enfin, il y a une sorte de cohérence de du raté, je sais pas comment dire. C'est-à-dire, tu vois bien que Kraven, c'est dans le même univers que Madame Web, et tu vois bien les plans, t'as l'impression qu'il y a des acteurs, ils sont en cosplay, t'as une actrice, tu vas avoir deux flashbacks en noir et blanc, tournés comme si c'était un téléfilm, et elle va sortir un arc parce que c'est, je sais pas quelle héroïne qui a eu un rapport avec l'acteur principal. Enfin, tout est ridicule, tout est raté, mais alors que scénaristiquement, il y a des trucs qui pourraient être intéressants. Est-ce que ça serait pas un manque, qu'ils ont pas assumé complètement l'univers qu'ils voulaient faire? non mais il y a la même chose aussi, je sais pas qui tout à l'heure qui parlait des acteurs, Aaron Taylor, Johnson, c'est un superbe acteur de films d'action Ouais, et grave. pourtant le film, voilà, il est pas Parce qu'il enfin vis-à-vis de l'histoire, il a du mal à se plonger, il a du mal à être dedans. Il sait pas mmh, Il est mal dirigé. trop il est mal Ouais, dirigé. ouais. il sait pas trop où aller. Mais l'actrice Dakota Jackson, si je dis pas de bêtises, de Madame Web, ou Johnson, je ne sais plus, mais en tout cas, Johnson, je elle a crois. dit avant même la sortie du film, elle a dit j'arrivais sur le plateau, en fait, je crois qu'il y avait personne pour la diriger. On en était à ce Bah, point-là, quoi. Donc, ah non, donc c'est horrible. elle a quasiment renié le film avant la sortie à cause de ça. Donc, il y a vraiment des problèmes ils ont vraiment eu des problèmes de production chez Sony avec le Sonyverse. Euh, donc, ouais, voilà. Mmh. C'est vraiment du travail bâclé au final, hein. J'ai du mal à Ah comprendre oui. parce que vraiment ce genre de film parce qu'il y a vraiment un public derrière, hein, Mais qui oui, complètement. Disney et C'est cetera. presque une insulte au public. Il y a moyen de mettre tu mets un peu d'argent, tu sais, enfin, tu cadres juste, tu sais que tu auras des retours, hein, mais pourtant, Ouais, mais tu on peux dirait pas qu'il est basé faire sur ça. juste enfin pour moi, tu peux pas juste faire un film sur, un méchant et ça suffira. Il faut quand même un travail derrière. Le Joker, il y a quand même un travail derrière. Mmh. Ça critique pas mal de choses, il y a pas mal d'aspects artistiques. Alors que, bah, là, j'ai l'impression que Sony, ils se sont dit: «Bon, bah, ça part de ce personnage, tout le monde va aller le voir». Ça suffit pas ça. Surtout au bout du Même 8e, là, on a compris. c'est ça, ouais, en plus, même quand j'ai vu l'annonce de Venom, sachant que, bah, Joker, je savais plus ou moins comment ça allait se diriger, vu comment c'était annoncé. Mais moi, par exemple, Venom, je m'attendais à un truc un plus, horreur, j'avais plus image de ça avant que ça sorte. Et je pense que c'était comme ça que c'était vendu, hein, au départ, il me semble dans les bandes annonces, ils montraient quand Venom bouffait quelqu'un et je crois que c'est qu'une petite scène au final dans le film, parce que c'est un gentil, hein, comme disait, C'est ça, ils voulaient montrer un peu peut-être le côté monstrueux et au final, c'est devenu un nanar et c'est pour ça que les gens ont détesté. Bah, c'est exactement ça en fait. C'est que, en fait, ils ont des méchants, mais ils ont essayé de les rendre gentils. Et ça, malheureusement, ça marche pas. C'est Venom. Tu t'attends à ce qu'il dévore des gens. Et après, il y avait aussi cette envie de faire des films PG-13, donc tout ce qui était violence, Venom qui bouffe la tête des gens, ben t'avais pas de gore, t'avais pas de trucs sales. Et du coup, ben ça donnait un aspect bizarre en fait. Et t'avais l'impression que c'était
un méchant de pacotille, et en plus de ça, t'avais pas la violence ou le gore qu'il aurait mérité en fait. Voilà, c'est juste ça. Alors que Joker, au contraire, lui, c'est un vrai. Alors, c'est montré comme un anti-héros, mais à la fin, bon, c'est dans le film, il devient une sorte d'icône parce qu'il a tué un présentateur, mais ça reste quand même un méchant. Bon, malheureusement, il a fallu faire un Joker 2 pour bien faire comprendre aux gens qu'il fallait pas avoir de la peine pour le, le Joker. Mais au final, le premier, ça suffisait pour montrer que oui, c'est un anti-héros, un vrai méchant qui bute de sang-froid un présentateur, et c'était pas censé être un héros. Chose Et que dans les Venom, ouais, c'est pas le cas. Oui. surtout que, bah, l'évolution du Joker, c'est quand même, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Il y a pas eu, il est pas tombé dans une marmite, chimique. C'est là où t enfin, le le film marche, c'est qu'il y a tout un processus Mmh. pour, en arriver là. Et il y a pas mal de choses. Bah, en fait, dans Joker, ils ont utilisé les 2 heures pour vraiment faire un développement de personnage. Alors que du côté de Venom, c'était 2 heures de blagues, de remplissage en termes d'humour plus ou moins bien placé ou mal placé. Et à la fin, on se retrouve avec un film qui est, Mmh. bah, on va dire fun, alors que c'est pas censé être le but principal d'un film qui met en scène un des méchants de l'univers de Spider-Man. Et surtout que l'antagoniste de base, enfin déjà on peut très facilement l'oublier, celui de Venom, parce qu'il est pas du tout charismatique, tout le monde s'en fout. Et Je la sais même plus base, c'est qui là, je pense. C'est c'est, qui? je sais plus comment il s'appelle, c'est surtout on se base surtout sur le symbiote. Et justement, l'antagoniste, de Venom, on le rend, comment dire? On fait en sorte qu'il soit opposé au personnage juste parce que il est un peu plus fort, d'une certaine manière. Il a des compétences que, Venom n'a pas, et c'est tout. C'est juste ça, c'est juste pour un aspect physique, et c'est naze. Là où, De Niro, heu, était un peu le mec qui faisait rire de base le Joker, mais au final, il se moque un peu de lui ou des trucs comme ça. Même si au final, c'est, tout Gotham qui est un personnage à part entière et qui fait évoluer, le Joker. Alors que là, bah, juste, l'antagoniste, c'est juste un symbiote, différent, c'est tout. Il y a pas de aspect, psychologique ou ce genre de choses qui peut faire développer intérieurement le personnage et même extérieurement. En fait, c'est juste la nouvelle cohésion, enfin collaboration entre Tom Hardy et Venom qui a fait marcher le film, c'est tout. C'est juste, une manque, d'implication dans la production, je trouve. C'est pour moi, c'est l'erreur de base. Hmm. Bah, il y avait un gros défaut d'écriture, quoi. Mmh. Parce que les films Ouais. d'animation sont vachement très bien réussis. Oui, oui. Alors que C'est là, eux, bah, ils sont restés beaucoup plus proches des comics et ont gardé une certaine logique, chose que dans les films live action entre Madame Web, Kraven, Venom, Morbius, bah, c'était pas du tout le cas, quoi. C'était en fait ça limite ça contredisait en fait les comics entre Venom qui était enfin oui c'est ça, c'est Venom qui fait des blagues. Madame Web, genre, j'avoue, je n'ai lu pas j'ai pas lu les comics, mais je ne pense pas que ça soit aussi, comment dire, non, c'est proche des comics, quoi. je crois pas, non. Craven, l'histoire avec son frère, je ne pense pas non plus que ça soit pareil. En plus, c'est censé être un chasseur, mais finalement, il l'était pas dans le film. Je l'ai pas vu, hein, donc. Je me fie que par rapport à ce qui a été dit. Et enfin, Morbius qui ne buvait pas de sang. Enfin non, si il ne tuait pas les gens et il buvait un liquide qui était similaire à du sang. Du coup, ça, non, il n'avait pas à vraiment mordre quelqu'un quoi. Il y a C'est pas un vampire. vraiment, C'est en fait un vampire quand même. Hein. Mais je c'est ça, pense qu'il c'est voulait que les empêcher d'évoluer, quoi. oui, c'est ça, c'est ça. Bah, c'est un peu se mettre un peu les pieds une balle dans le pied. C'est tu fais un film adapté d'un méchant de comics, sauf que bah ton personnage il faut qu'il soit
on dirait un minimum. Il faut que le spectateur ait un minimum d'empathie. Donc, si tu le vois en train de buter des gentils et faire des trucs de méchants, bah, le public, il aura peut-être du mal. Et encore, ça, c'est. Je dis Non, pas ça. forcément, hein. Oui, voilà, c'est ça. Si c'est très bien écrit, tu peux avoir, entre guillemets, un peu d'empathie pour le méchant. Notamment, bah, un Joker, par exemple. Ouais, on parle plus de Et protagoniste et d'antagoniste, mais oui, on peut suivre un protagoniste même s'il est mauvais. C'est tout à fait possible. Bah, Scarface, oui, par exemple. d'accord. Mmh. Oui. J'allais dire j'allais dire un Mais autre c'est ça, film, ça demande un je niveau perdu. d'écriture qui est beaucoup plus poussé. Et ça, le Sony, ils avaient peut-être pas l'envie, pas l'argent, ou juste ils voulaient pas se prendre la tête et ils se sont dit on va écrire le méchant comme si c'était un gentil. Et Au bah, final, c'est ça, ouais. c'est juste un travail, simple, sans prise de tête. Après, faut pas oublier qu'il y avait aussi, alors je crois que je sais plus si c'est Batgirl ou Batwoman qui a été réalisé, qu'ils ont même pas sorti tellement que le film était nul. C'était la Warner, Heu, ça. C'était Et ouais, Batwoman, je crois. Et c'est un peu plus ou moins le même principe, hein, mais quand j'ai vu ce que le film racontait, mon Dieu, quelle horreur! Il y a vraiment des énormes erreurs de mise en scène. Même pas de facilité scénaristique, il y a des réelles erreurs de mise en scène. Il y a un truc où ils sont censés passer Halloween et puis finalement tu te rends compte que la pièce c'est Noël. De toute façon, il a été annulé après un premier visionnage, hein. Enfin, ouais. Oui, oui, c'est ça. Ils ont vu que ils allaient gagner de l'argent en évitant de le distribuer. Après, ça pose aussi la question, pourquoi les laisser aller aussi loin dans le n'importe quoi, avant de se rendre compte que ça dérive? C'est comme là, les films du Sonyverse, je me demande ils savaient pas que ça allait être une cata et qu'ils se disaient: «Bon, bah, tant pis, on le sort», ou je sais pas. C'est le souci, c'est qu'on peut pas faire un film sur un personnage secondaire si justement ce sont des personnages secondaires. Enfin, ils servent juste à compléter une histoire. Si vous voulez que vraiment que ça devienne une histoire à part entière, il faut vraiment impliquer plus d'écriture. De toute façon, même en partant sur des films avec des méchants, ils se rendaient la tâche vraiment très difficile. Mmh. Donc on verra de quoi pour l'instant, on a peu d'infos, hein, c'est juste, que c'est en cours. On croise les J'allais doigts. dire Dune pour un ouais. méchant. Bon, en vrai, s'il y a plus d'infos, ça me va, hein. Si c'est pour nous ressortir Ouais. de nouveaux films de la même du même trempe que Sonyverse, premier du nom, bon, voilà. Bon, enfin, c'est juste, je pense qu'ils attendent comment va se passer, Spider-Man Noir, comment, bah, ça va être reçu et selon comment ça va être reçu, ils vont s'orienter d'une certaine manière. Voilà. Mm. Comme ça, rien les empêche de faire des bah, il y a plein de Spider-Man, on l'a vu dans Spider-Verse là. Faites Mmh. des films sur chaque Spider-Man qu'on voit dans Spider-Verse et voilà, Et faites un c truc comme même ça, j'en sais encore, rien. faut qu'il y ait une histoire derrière. Oui, oui, c'est ça, mais il y a un matériel, qui existe, dont on peut s'inspirer, hein, sans faire, Mmh. sans pareil, mais Moi, je verrais bien un film sur, Spider-Man 2099 là, mais je pense mmh. qu'on aura assez d'histoires dans la suite sur lui. Ils en ont raconté pas mal déjà même, hein. En peu de temps en Mmh. plus, ils ont réussi à Mmh. un personnage hyper profond. C'est ça. Bon, est-ce que on a fait le tour du reboot par Sony de son Spider-Verse? Je pense que Ouais. oui. Ouais. Très bien. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de Synergie. Merci à tous les membres d'avoir participé, et si vous voulez devenir vous aussi le moteur de notre prochaine discussion, rejoignez-nous sur le serveur, le lien est dans la description. D'ici là, continuez à regarder des films et des séries. Le prochain épisode sera un épisode un peu spécial, parce qu'en effet, Aquila, que vous avez écouté durant cet épisode-là, va nous présenter son court-métrage. A bientôt pour un prochain épisode.